Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous continuons nos auditions avec une table ronde sur la thématique de l'accès aux origines et plus largement de la question de la filiation. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir, je vais citer de droite à gauche, Monsieur Vincent Bress, alors on présente Bress, voilà, qui est président de l'association PM Anonyme. Monsieur Stéphane Vivy, qui est professeur à la faculté de médecine de Strasbourg et praticien hospitalier spécialiste de la biologie de la reproduction. Nous avons ensuite Monsieur Christophe Mal, président de France AMP, qui est doctorant en droit privé à l'université de Rouen, c'est bien ça. Nous avons ensuite le docteur Christian Flavigny, pédopsychiatre et psychanalyste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est accompagné de Madame Michèle Fontanon-Missenard, psychiatre, et de Monsieur Jean-Thomas Le Sueur, délégué général de l'Institut Thomas More. Et enfin, Madame Huguette Mauss, Madame la Présidente, vous présidez le Conseil national de l'accès aux origines personnelles, le CNAOP. Je vous remercie tous d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre mission d'information. Les débats actuelle sur la potentielle ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, mais aussi la médiatisation de cas d'individus nés de dons de gamètes à la recherche de leurs origines, le développement de tests génétiques par des sociétés privées étrangères. Tout cela nous amène très régulièrement à nous interroger sur ces questions de filiation, d'anonymat de dons de gamètes, d'accès aux origines, etc. Nous souhaiterions prendre connaissance de vos différentes expériences et de vos positionnements sur ces différents sujets afin de faire mûrir notre réflexion dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Je vous donne maintenant à tour de rôle la parole pour un exposé d'une dizaine de minutes chacun. Nous poursuivrons ensuite par un échange de questions et de réponses avec le rapporteur et les collègues ici présents. Les débats sont filmés et enregistrés, c'est pourquoi je vous inviterai à chaque prise de parole d'appuyer sur le bouton de micro et à la fin de l'éteindre pour qu'on ait un bon enregistrement de nos débats. Je commence donc en laissant la parole au président de l'association PM Anonyme, Monsieur Vincent Bress. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, mon propos aujourd'hui n'est pas de vous convaincre de la légitimité de la reconnaissance du droit d'accès aux origines. Parce que je crois que d'abord la plupart d'entre vous n'a peut-être pas à l'être, et surtout parce que son heure en France est venue. En effet, le quotidien La Croix titrait en une vendredi 5 octobre « L'anonymat du don bientôt levé » et sur les réseaux sociaux, comment cette idée s'est imposée. Le 25 septembre dernier, le Conseil consultatif national d'éthique rendait son avis numéro 129 en proposant pour la première fois, en tout cas pour lui, que soit rendue possible la levée de l'anonymat des futurs donneurs de sperme. Et au-delà, je crois, la société française, qui suit le concert des nations occidentales ayant déjà reconnu le droit d'accès aux origines, est favorable majoritairement à cette demande. Dans un sondage en ligne du Figaro du 19 février, sur 22 142 votants, 56% d'entre eux répondaient positivement à la question « Faut-il lever l'anonymat des donneurs pour permettre aux enfants de connaître leurs origines ?» Je ne résiste pas non plus à citer la remarquable intervention du défenseur des droits, ici même, M. Jacques Toubon, devant vous le 9 octobre, qui préconise que, au moment du don, le donneur accepterait que ces informations soient données et au moment où l'enfant deviendrait majeur, il y aurait une sorte de rencontre de volonté, un terme que j'ai personnellement beaucoup apprécié, entre ce donneur qui a consenti avant le don et cet enfant qui, à ce moment-là, réclame l'accès à ses origines. Je le citais. Donc non, mon propos aujourd'hui est de rassurer tout en faisant appel à votre vigilance. Mon propos, c'est aussi et surtout le message de très nombreuses personnes nées de dons, près de 150 de donneurs, de parents qui rejoignent notre association. Donc rassurer tout d'abord sur un point qu'il faut systématiquement rappeler et qui est souvent la source d'un quiproquo inconscient. Le droit d'accès aux origines n'est pas une remise en cause de quelque manière que ce soit de la filiation. Vous en parliez, Monsieur le Président. Pas une seule des femmes et des hommes de notre association, mais quand je dis pas une seule, n'a jamais remis en cause sa filiation, et au-delà, l'amour qu'ils portent à ceux qui les ont désirés, aimés, éduqués. Rassurer aussi sur le fait que cette démarche n'est rien d'autre qu'une démarche personnelle, intime, qui ne vise qu'à mieux se connaître soi-même dans tout ce qui fait notre individualité.
D'ailleurs, je parlerai toujours plus facilement de reconnaissance du droit d'accès aux origines et non pas de levée de l'anonymat. Ça a été dit ici, je crois, suffisamment, mais parce que la demande de mon association n'est pas de mettre fin à ce système, qui a effectivement une vraie fonction psychologique et organisationnelle pour l'AMP avec don, mais de permettre plutôt une dérogation à ce principe d'anonymat à la majorité de la personne née de don, et seulement, uniquement seulement, si elle le souhaite. Comme vous pouvez le voir dans le dossier qui accompagne mon intervention, l'association PM Anonyme a émis 8 propositions pour la mise en œuvre de l'accès aux origines. Elle s'appuie fortement sur le retour d'expérience des pays qui le reconnaissent parfois depuis des décennies en Europe, mais dans le monde aussi. Elle traite de la révélation de l'identité du donneur, mais également de nombreux sujets importants comme les données médicales, l'accès aux informations non identifiantes, les mises en relation notamment entre personnes nées de don qui le souhaitent elles-mêmes. Mais je voudrais surtout, et ici aujourd'hui, vous alerter sur 2 points qu'il convient de clarifier, notamment après la publication de l'avis du CCNE. Ces 2 points, ce sont la prise en compte des 70 000 personnes déjà nées de don, comme moi, et le double guichet. La loi que vous ferez, messieurs et madame les députés, bien évidemment, nous en avons conscience, n'aura pas d'effet rétroactif. Je souhaite que les enfants à naître, par don de gamètes, dans le futur, n'aient pas comme nous à affronter le mur indépassable de l'anonymat absolu et irréversible de leurs donneurs. Mais pour eux, je reste confiant. Et je veux croire que ce droit d'accès à leurs origines, il n'est rien d'autre qu'à choisir de l'exercer ou pas. Je pense donc maintenant à ceux qui, comme moi, sont déjà nés d'un donneur, à qui nous avons promis ou on a promis l'anonymat. Et je vous le dis, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas parce que nous demandons pour nous-mêmes qu'une simple mesure, le droit de demander, à travers une structure dédiée et mise en place par l'État, à notre donneur, s'il accepterait de nous en dire plus sur lui. Ne nous oubliez pas non plus parce que de très nombreuses personnes nées de dons, aujourd'hui, n'attendent pas qu'on s'occupe d'elles et réalisent déjà des tests génétiques récréationnels. Certaines d'entre elles retrouvent leurs donneurs, des demi-frères et sœurs, et sont totalement livrées à elles-mêmes. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons encore 2 personnes dans l'association qui se sont rendues compte qu'elles étaient sur Reims nées du même donneur. J'en appelle donc à la responsabilité de l'État de ne pas les laisser être contraintes à ce dernier recours. C'est un dernier recours que sont les tests ADN. Et se retrouver face à des situations potentiellement compliquées pour les familles, sans préparation, sans accompagnement. Enfin, je voudrais attirer votre attention également sur le risque d'une mise en place bancale que constituerait le double guichet. À savoir la possibilité laissée au donneur de choisir s'il veut rester anonyme ou pas, au moment du don, ou pire, au moment de la demande par une personne née de don d'exercer son droit. C'est l'un des systèmes d'ailleurs que présente dans son avis du 11 juillet le Conseil d'État, qui au passage a reconnu lui aussi la nécessité de répondre à la reconnaissance du droit d'accès aux origines. Ça fait déjà beaucoup d'institutions. Notons d'ailleurs que les seuls pays, lorsque l'accès aux origines était possible à l'avoir permis, sont les États-Unis et le Danemark aujourd'hui. 2 pays qui le font pour des raisons purement mercantiles. Pourquoi ce système, je vous enjoins à le rejeter? Tout d'abord parce qu'il est fondamentalement injuste et renvoie, encore une fois, la personne née de don, parfois il y a plus de 40 ans, à un statut d'enfant, littéralement d'infance, celui qui ne sait pas encore parler, et donc à qui l'on dénie le droit de décider pour lui-même. Donc, créateur d'une rupture d'égalité insupportable pour les personnes nées de don, ce système est une contradiction en lui-même. Si le droit d'accès aux origines est un principe, alors il ne saurait être subordonné à un choix personnel du donneur. Mais surtout, je vous demande de le rejeter, car pas plus qu'aujourd'hui, il ne protège les donneurs de la réalité technique de notre temps, et de leur promettre l'anonymat à l'heure où, de par le monde et maintenant de plus en plus en France, ils sont retrouvés via des tests ADN, est une hypocrisie. J'en termine sur ce point en rappelant que dans son avis numéro 90, le CCNE s'était prononcé en défaveur du double guichet, rappelant que cela constituerait une discrimination entre les enfants nés de don. Ce serait également un déséquilibre injuste et éthiquement injustifié entre les aspirations des parents et des donneurs d'une part et des enfants de l'autre. Donc j'en termine, si vous me permettez, avec cette citation de Victor Hugo. Une idée n'est jamais aussi forte que quand son heure est venue. Le droit d'accès aux origines est un droit simple, protecteur et qui n'enlève rien à personne, ni à ceux qui donnent généreusement et en responsabilité, rendus à ce statut de générosité assumée, ni à ceux qui feront le choix de ne pas l'exercer. Merci.
Merci. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Stéphane Vivi. Monsieur le professeur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je vais m'exprimer au titre d'ancien chef de service du laboratoire de biologie de la reproduction du CHU Strasbourg. Je suis le fondateur du premier centre de diagnostic préimplantatoire et pendant très longtemps, mon laboratoire s'est concentré sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches à pluripotence induite. Et donc, c'est au titre de professionnel de l'AMP que je m'exprime aujourd'hui. Je vais m'exprimer uniquement sur le don, l'anonymat du don de gamètes, ce qu'on appelle généralement l'AMP avec tiers donneur. Si j'avais eu un peu plus de temps, je me serais peut-être exprimé aussi sur la recherche de l'aneuploïdie sur les embryons précoces, puisque j'ai une voix qui est un peu discordante par rapport au mainstream actuel. Je tiens à remercier vivement le défenseur des droits, M. Toubon, qui, devant cette même commission, et avec une très grande précision, un vrai travail de professionnel, a exposé les principaux arguments pour autoriser l'accès à l'origine pour les personnes conçues par AMP avec tiers donneur. La question qu'on entend tout le temps, c'est faut-il lever l'anonymat du don? Cette question n'est pas la bonne. En effet, la bonne question, c'est de savoir s'il est légitime d'accorder l'accès aux origines et non cet anonymat. Cette importance aux origines a été plébiscitée par l'Assemblée nationale lors de la création du CNAOP. En effet, lors de la création du CNAOP, cette création a été votée à l'unanimité. Et donc, implicitement, voire d'ailleurs explicitement, c'est une façon de reconnaître l'importance de l'accès aux origines. Ce maintien de l'anonymat à perpétuité est pour moi illégitime dans la mesure où il introduit une discrimination. En effet, comment est-ce qu'on peut justifier que certains aient le droit à l'accès aux origines, alors que d'autres ne l'ont pas? Comme vous l'avez déjà noté, je parle principalement d'accès aux origines et non de levée de l'anonymat. Ça vous l'a été rappelé, hein, d'autant que cette expression de lever à l'anonymat peut prêter à confusion. En effet, il ne s'agit pas de rendre le don nominatif et aucun pays qui a changé sa loi ne l'a fait. En aucun pays, c'est des dons nominatifs. Et cet anonymat est pour moi important. Il est indispensable, et ça vous sera peut-être confirmé par mes collègues psychologues ou psychiatres, il est indispensable à la construction de la cellule familiale. Donc finalement, je suis favorable à des dons anonymes au moment du don, mais avec un accès aux origines possible à la majorité des gens conçus par AMP et tiers donneur, que ce soit, quand on parle d'AMP tiers donneur, que ce soit spermatozoïde, ovocyte ou embryon. Alors, comme M. Toubon, il me facilite la tâche, et je le remercie encore une fois, a parfaitement exposé les arguments en faveur de l'accès aux origines, je vais essayer de vous donner un autre éclairage qui me paraît important. Et je vous donne ma conclusion tout de suite. Pour moi, il n'est plus temps de se poser la question de la légitimité de l'accès aux origines. Il est temps de l'organiser. Alors, j'ai publié une première tribune dans Le Monde en juillet 2017, défendant l'accès aux origines et annonçant surtout que, avec l'émergence des tests ADN sur le web, les personnes allaient pouvoir retrouver leur donneur. Alors je remercie Arthur Carmel-Vézen, puisque 6 mois plus tard, il me donnait raison, prouvant qu'effectivement des donneurs peuvent être identifiés. Et depuis, le compteur est à 5 personnes qui ont retrouvé leur donneur. Du fait de la baisse de coût de ces tests, qui sont de moins de $100, avec des promotions régulières autour de 50-60 $, et de l'engouement général qu'il génère, il est clair que ce phénomène d'identification des donneurs va aller en s'amplifiant dans les années à venir. Il est important ici de réaliser qu'il n'est pas nécessaire que le donneur ait fait lui-même le test d'ADN pour qu'il soit identifié. Je n'ai pas le temps de vous donner les détails, mais je répondrai éventuellement à des questions là-dessus. Donc, du fait de l'engouement de ces tests et des résultats constatés, donc l'identification de donneurs, cette loi sur l'anonymat devient en conséquence inapplicable et incohérente. Et donc, l'évidence de l'accès aux origines est pour moi telle qu'il me semble que ce n'est pas lui qui doit être justifié éthiquement, mais que c'est la légitimité de l'anonymat qui doit l'être.
Alors, j'en profite pour dénoncer des rumeurs persistantes d'un risque de baisse du nombre de donneurs en cas d'accès aux origines. Ce risque se heurte à la réalité des faits. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays qui ont changé leur législation, on n'observe pas de baisse de donneurs. On observe même dans un bon nombre de cas des augmentations, voire des augmentations significatives, puisque au Royaume-Uni, le nombre de donneurs et de donneuses, c'est important, a doublé en moins de 10 ans. Alors j'en arrive au cri d'alarme que j'aimerais pousser ici et me placer en défenseur de l'activité du don de gamètes. En effet, je crains que l'absence d'évolution de la loi de bioéthique sur ce point d'accès aux origines ne mette en péril l'activité de l'AMP avec tiers donneurs. Je m'explique, la fuite des donneurs va être bien plus importante si on ne change rien. En effet, la découverte de l'identité de donneur met en difficulté les professionnels de l'AMP, responsables de l'activité du don, qui sont confrontés, et déjà aujourd'hui, qui sont confrontés à une contradiction entre les promesses du système, qui promet un anonymat, et l'existence de ces techniques de tests d'ADN qui les mettent à mal. Et je crains qu'avec la multiplication des annonces des personnes ayant trouvé leur donneur, via par exemple ces tests d'ADN, ils vont être de plus en plus souvent questionnés sur l'effectivité de cet anonymat annoncé. Et que vont pouvoir répondre ces professionnels de l'AMP quand on va leur demander « mais finalement, votre don, il est anonyme ou il n'est pas anonyme ?» Et je crains que l'incapacité de rassurer ces candidats au don, de garantir cet anonymat, va les faire fuir plutôt que d'aider à les recruter. Et donc on risque d'assister sans aucun changement à une baisse du nombre de donneurs et nous risquons d'être mis dans une situation encore plus difficile qu'à l'heure actuelle à répondre à la demande des couples. Donc on le voit, le maintien de l'état de la loi mènerait à une situation bien pire que son évolution si celle-ci autorisant les personnes conçues par don, majeures et le souhaitant, à connaître leur origine. Alors on vous a présenté diverses possibilités alternatives à cet accès aux avancées, aux origines. L'une est de fournir des données non identifiantes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer que par définition, la demande d'accéder à ces origines ne peut pas se satisfaire de données non identifiantes. L'autre est la mise en place d'un système de double guichet dont on vient de vous parler. Alors celui-ci peut s'entendre de deux manières. Le donneur consentirait soit au moment du don, soit au moment de la demande de la personne conçue par ce don, que son identité soit révélée ou non. Alors, un système de double guichet n'est éthiquement pour moi pas acceptable, car il produirait une injustice entre ceux qui obtiendraient l'autorisation, l'accord du donneur, ou ceux qui se la verraient refuser. Quoi qu'il en soit, on considère les données non identifiantes ou le double guichet, la problématique reste strictement la même. L'anonymat du don ne peut pas être garanti à l'heure actuelle et encore moins dans le futur du fait de la démocratisation des tests ADN récréatifs. Et donc, je considère, en tant que professionnel de l'AMP, que le don doit être subordonné au consentement du donneur qui accepte que son identité soit révélée. Et donc, je lance ici un cri d'alarme, sauvons l'AMP avec tiers donneur. Celle-ci est une avancée remarquable dans notre société qu'il faut préserver. Et pour cela, il n'y a pas d'autre possibilité que d'accorder le droit d'accès aux origines pour les personnes conçues par don. Donc, autoriser l'accès aux origines est la seule solution possible. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Christophe Mal, qui est président de France AMP. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, je représente effectivement la Fédération France AMP, qui est une association qui regroupe des personnes issues d'un don de gamètes, mais aussi des couples en parcours d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et des parents qui se posent la question sur comment annoncer le mode de conception à leur enfant. Nous sommes réunis ce jour pour discuter de la question de l'anonymat des donneurs que l'on a reformulée dans le cadre de cette révision des lois de bioéthique en accès aux origines au profit des personnes conçues grâce à un don de gamètes.
Ce glissement sémantique témoigne, selon moi, d'un véritable changement de paradigme. En effet, il ne s'agit plus de considérer un des principes fondateurs, l'anonymat qui gouverne le don et les éléments et produits du corps humain, don de sang et don d'organes par exemple, mais d'envisager la création d'un nouveau droit, d'une nouvelle liberté pour les individus. Nous voici une fois de plus confrontés à la société du droit A, qui entend faire primer les intérêts particuliers sur l'intérêt collectif et même sur l'intérêt général. En effet, il est possible de se demander à qui profite réellement l'abolition du principe de l'anonymat. Est-ce pour les enfants du don ou pour le secteur privé à but lucratif, comme dans d'autres pays qui ont renoncé à ce principe fondamental? Ce droit A, celui de connaître ses origines, permettra également de développer à terme un droit pour le secteur privé lucratif de proposer au marché, celui des couples confrontés à des problèmes de fertilité, ses propres produits et services, à l'image de la banque de sperme danoise Cryos International. Les couples consommateurs pourront alors choisir des donneurs de gamètes sur catalogue, anonymes ou non anonymes, caractéristiques physiques, catégories socio-professionnelles, aptitudes diverses, le sport ou la musique par exemple, hobby, etc. Au lien symbolique sera donc substitué le lien génétique permettant de fantasmer l'enfant idéal. Derrière la question de l'accès aux origines se cache donc celle beaucoup moins visible du marché des gamètes. Il me semblait important de souligner ce point avant d'aborder des questions plus spécifiques. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la question de savoir dans quelle mesure une personne issue d'un don de gamètes a le droit ou non d'accéder à des informations identifiantes sur, entre guillemets, sur son donneur. Je tiens à préciser que cette expression me semble impropre, dans la mesure où, dans les faits, un donneur donne à une banque de gamètes, le sécos par exemple, et non à un couple receveur pour la conception d'un enfant particulier. La connaissance de la technique du don m'amène donc à penser que la question de l'accès aux origines pour les personnes issues d'un don se pose en des termes bien différents que pour celle des personnes adoptées ou nées sous X, dans la mesure où l'intervention du corps médical est nécessaire à la conception même de l'enfant. Par ailleurs, il n'est pas possible de rapporter une souffrance directement en lien avec un abandon, comme chez les personnes adoptées ou nées sous X. En effet, le donneur n'a jamais souhaité s'investir dans le projet parental du couple receveur et n'a donc pas de fonction parentale. La problématique de l'accès aux origines est, me semble-t-il, une formulation beaucoup trop imprécise. L'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, mentionné notamment dans l'avis du CCNE en date du 25 septembre 2018, ne fait pas référence aux origines, c'est-à-dire à une banque de gamètes ou aux donneurs de gamètes, mais seulement aux parents. Le CCNE induit par cette mention une confusion regrettable, à mon sens, entre le parent et le donneur. Cela pourrait donc signifier que pour moi, personne issue d'un don, j'ai 3 parents, mon père, ma mère et un donneur. Le CCNE précise également, je cite, « Certains ont d'ailleurs fait de la recherche de l'identité de leur donneur le combat de leur vie. Or, combien exactement sur les 70 000 enfants conçus grâce à un don depuis les années 70 sont entendus ?» Vous avez, et M. Bress l'a rappelé, dans les médias, effectivement, une poignée de personnes qui témoignent d'une certaine souffrance, et notamment d'une personne, le cas d'Arthur. Ensuite, M. Viville a parlé de 5 personnes qui auraient pu rencontrer, ou en tout cas avoir des informations sur leur donneur. Est-il, pour autant, je pense à Arthur notamment, le représentant de tous les enfants du don? Son discours relayé par les médias tend à présenter l'anonymat comme un principe toxique. Pour lui peut-être, mais qu'en est-il des autres enfants? Qu'en est-il de ceux informés de leur mode de conception pour qui l'anonymat présente au contraire des vertus? Au final, pour qui faisons-nous exactement les lois en France? Pour quelques individus médiatisés sur 70 000 ou pour une majorité silencieuse? Quand allons-nous nous pencher réellement aux moyens d'études qualitatives et quantitatives sur le vécu des enfants du don? Les arguments exposés par les personnes favorables à une levée d'anonymat ne me semblent pas tous convaincants, car nombreux sont les mythes présentés comme des vérités. La question du dossier médical du donneur, par exemple, est un faux problème, puisque par essence, un donneur ne peut être admis si son patrimoine génétique et sa généalogie
laissaient penser à la transmission éventuelle d'une maladie grave. Mesdames, Messieurs les députés, croyez-vous sincèrement que les médecins auraient pris un tel risque ? Autre exemple, celui de la consanguinité chez les enfants du don. On sait que dans la population des personnes conçues à l'ancienne, entre guillemets, le risque pour les enfants nés de relations adultères est bien supérieur au risque pour les enfants issus d'un même donneur. Ma question est la suivante, quand allons-nous enfin cesser de croire à ces non-vérités ? Le CCNE avance également dans son avis l'argument suivant lequel, je cite, « Il est clair que continuer à défendre l'anonymat à tout prix est un leurre à l'heure présente et future de la génomique et du big data. » Ce fatalisme venant de la part d'une institution que je respecte me déçoit. Pensez-vous que chaque enfant du don va recourir au test génétique comme le très médiatisé Arthur ? Et quand bien même, ne devrions-nous pas prévenir des dangers de cette technologie ? En effet, à titre personnel, mon donneur est peut-être déjà décédé. Peut-être que le test génétique ne donnera rien. Ou encore que je serai déçu s'il ne souhaite pas me rencontrer ou s'il ne correspond pas à mes attentes et représentations. Il ne faut pas mentir aux enfants du don. Le lien génétique ne confère aucune sécurité affective, financière et ne permet pas la transmission de valeurs comme le font actuellement les parents ayant eu recours à un don. J'en reviens donc à la question qui me semble essentielle. Comment et pour qui faisons-nous la loi au juste ? Pour combien d'enfants issus du don ? Pour les 70 000 dont la quasi-totalité ne s'exprime pas dans les médias ou devant vous aujourd'hui ? La logique voudrait que l'on s'intéresse d'abord à la proportion d'enfants informés de leur mode de conception pour savoir exactement ce qu'ils pensent de tout cela. Si aujourd'hui, je peux m'exprimer devant vous sur cette question de l'anonymat, c'est bien parce que mes parents m'ont informé de mon mode de conception. Or, on ne sait pas combien d'enfants sont informés de leur mode de conception. Et aujourd'hui, ce qu'on fait dans l'association, c'est qu'on incite les parents à informer leurs enfants du mode de conception. Et la quasi-totalité sont prêts justement à le faire ou le font déjà. Mesdames, Messieurs, comment voter une loi sans s'assurer au préalable de l'hypothétique nocivité du principe de l'anonymat ? Si aujourd'hui vous êtes en mesure de me démontrer qu'une majorité des 70 000 enfants issus d'un don souffrent de ce principe, alors dans ce cas, je serai le premier à souhaiter l'abolition de l'anonymat des donneurs. Mon expérience associative depuis plus de 10 ans m'a conforté dans l'idée que la majorité des parents et des enfants du don que j'ai rencontrés ne souhaitaient pas une levée de l'anonymat. Pour autant, les avez-vous déjà entendus dans les médias ? Non, évidemment, car les médias ne s'intéressent pas aux personnes silencieuses. Les médias ne franchissent pas la porte des groupes de parole et ne vont pas à la rencontre de celles et ceux qui ont aussi des choses à dire sur ce qui, justement, les aide à se structurer et à vivre sereinement l'anonymat. L'intérêt général, supposé transcender les libertés individuelles, ne fait plus sens aujourd'hui. Et l'AMP est pris dans ce tourbillon des libertés individuelles, du primat de l'individu et de la satisfaction de ses moindres besoins et envies. Plus que la question de l'accès aux origines, il me semble fondamental que l'on continue à sensibiliser les couples et les parents sur l'intérêt de lever le secret sur le mode de conception de l'enfant. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire que l'on peut être un enfant du don et heureux. Que nos doutes et souffrances ne découlent pas exclusivement de notre mode de conception, car nous vivons dans le même monde, dans le même monde que vous, dans la même société que vous, et que nous traversons les mêmes moments heureux et moins heureux que vous. Mesdames, Messieurs les députés, prenez le temps de la réflexion, car ce n'est pas être conservateur que de garder intact un principe dont la nocivité n'est pas démontrée. Laissons du temps aux chercheurs pour se pencher davantage sur cette question et gardons à l'esprit que l'anonymat fait partie d'un tout qui garantit, à mon sens, une réelle éthique dans la pratique française de l'AMP. L'exception ne doit pas devenir un principe, car comme d'autres enfants du don, je maintiens que l'anonymat présente de multiples vertus dont on ne parle pas assez. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole maintenant est au docteur Christian Flavigny, pédopsychiatre et psychanalyste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Docteur, si vous voulez bien éteindre votre micro. Et voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais demander comment comprendre que le Parlement français pourrait déconstruire les principes français régissant l'adoption et l'aide médicale à la procréation, alors que ceux-ci ont été conçus en fonction des besoins de l'enfant, en fonction des besoins de l'enfant qui sont le besoin d'une cohérence entre la filiation psychique,
que je vais expliquer schématiquement, et la filiation juridique venant donner un cadre structurant à la filiation psychique de l'enfant. Mais je rappelle les deux principes qui régissent la manière française, donc dans l'adoption et dans l'aide médicale à la procréation, car ils sont liés. Le premier principe, c'est le principe que le couple enfante, même si, charnellement, il n'a pas enfanté, mais il enfante psychiquement. C'est-à-dire qu'il se constitue comme les parents de l'enfant, c'est le cas dans l'adoption, c'est le cas dans l'aide médicale à la procréation. Le principe de l'enfantement constitue ce que l'on appelle en psychologie l'originaire pour l'enfant, que je veux mettre en balance avec la notion de connaissance des origines. L'originaire, c'est la façon dont l'enfant va se constituer lui-même comme issu de ses deux parents, même si charnellement il a fallu un apport. Il va se constituer donc, et cela va être sa raison d'être. Il va être le fruit de l'union de ses parents, même si en effet il y a eu un apport, je dirais, de gamètes. C'est cette notion d'originaire qui est centrale pour la vie psychologique de l'enfant. C'est celle qui lui permet de s'inscrire dans la filiation, dans le principe psychique de sa filiation. Et ceci est essentiel, car c'est ce principe de filiation psychique, mis en cohérence avec la filiation juridique, qui va établir ce qui est le principe régulateur de la vie familiale, à savoir les interdits familiaux de l'inceste et du meurtre. Ceci est fondamental, car c'est le principe de la protection de l'enfant qui est donc là en jeu. L'anonymat est donc un principe de protection de la vie psychique de l'enfant, pour éviter le tiraillement entre la filiation qui va s'établir et qui est proposée à l'enfant et une autre filiation avec l'impression que l'enfant aurait une dette à rédimer quelque part ailleurs de là où il s'est inscrit et de là où l'adoption l'a inscrit, à partir d'un discours clair. Tu n'étais pas attendu ici, mais tu étais attendu là par tes parents adoptants. Ou dans le cas de l'AMP, ils avaient le vœu de te concevoir, mais il a fallu un apport médical, mais ils sont pleinement tes parents. C'est donc cela, le principe de protection de l'enfant. L'anonymat est un principe de protection de la vie psychique de l'enfant. Alors, ce principe, je dirais, n'entraîne aucun préjudice. Il n'y a aucune fonction fondatrice de la personnalité de l'enfant dans le fait de connaître l'identité du géniteur. Je dis bien aucune. Qu'est-ce qui le montre ? Mais qu'est-ce qui le montre ? C'est le nombre considérable d'enfants qui n'ont absolument aucun sujet autour de cette connaissance des origines, qui sont adoptés, qui savent qu'il y a eu recours peut-être à une AMP, mais qui n'ont aucun sujet autour de la connaissance du géniteur. Certains enfants se sentent mal à l'aise en fonction de cela. Et c'est peut-être le cas de personnes médiatiques dont on a parlé. Et ces personnes, à ce moment-là, sont dans l'illusion que le fait de connaître le géniteur résoudra quelque chose. En fait, ils ont quelque chose à résoudre à l'égard de leurs propres parents. Mais le fait de les aider, de leur permettre de le gérer par la connaissance des origines est un leurre. Est un leurre pourquoi ? Parce que ce qui fonde le lien familial, c'est la filiation psychique. C'est elle qui établit les interdits familiaux. Les personnes, en effet, qui réclament cette levée de l'anonymat, disent que leur grande crainte, c'est de commettre l'inceste dès lors qu'elle ne saurait pas, effectivement, qu'une autre personne serait née du même géniteur. Ce qui est une confusion complète sur la notion d'inceste. La notion d'inceste n'a rien à voir avec une communauté chromosomique. La notion d'inceste a à voir avec le lien de dette symbolique qui établit la filiation psychique. C'est cela qui établit, je dirais, ou alors il faudrait, je dirais, permettre que deux enfants adoptés dans une même famille puissent se marier. Il faudrait à ce moment-là être logique, si c'était l'identité chromosomique. Donc il faut être clair, c'est un leurre complet de penser que la connaissance de l'identité du géniteur résoudrait quelque chose je dirais, pour l'équilibre psychologique d'un enfant. Et par contre, cela serait profondément destructeur puisque cela crée d'une part un tiraillement permanent dans la vie psychique de l'enfant. S'il se met à avoir l'idée qu'il y aurait une autre famille à ce moment-là, dès que l'enfant se sent en difficulté dans sa famille, il va avoir l'impression que peut-être il aurait mieux correspondu dans l'autre famille. Donc c'est un tiraillement et c'est une déconstruction de la famille.
Et sans compter que la levée de l'anonymat, alors évidemment, les médias, c'est vrai, on raconte, je dirais, certaines réussites. Bon, alors là, médiatiquement, on a su récemment, en effet, et on en a beaucoup parlé, mais on ne parle pas des effets catastrophiques qui peuvent se produire dans le cas de retrouvailles de géniteurs. Les effets d'un géniteur qui ne veut absolument pas entendre parler, qui claque la porte, et ce sont des effets très destructeurs, sans compter les effets encore bien plus pervers de géniteurs, ça s'est passé notamment dans les pays étrangers, qui exploitent le fait de voir revenir un enfant ça c'est surtout le cas de l'adoption, à ce moment-là, qui exploitent le fait et qui, à ce moment-là, réclament de l'argent ou réclament des compensations financières, donc des choses extrêmement troubles. L'anonymat est donc un principe de protection de l'enfant, mais si la question de la levée de l'anonymat revient actuellement, c'est parce que, effectivement, l'enfantement, dans les lois récentes, a été fragilisé comme le principe structurant de la vie psychique de l'enfant. Alors effectivement, on essaie de compenser, je dirais, le fait qu'on ne donne plus son importance à l'enfantement dans sa dimension psychique, en essayant de trouver des compensations qui sont d'une part des leurs et d'autre part un mensonge. Un mensonge parce que à partir du moment, je dirais, où c'est tout le problème actuellement de la discussion sur l'ouverture, sur l'extension aux femmes seules et aux femmes en union de même sexe de la procréation médicalement assistée, si on ouvre à ce moment-là, je dirais, on conserve bien sûr le principe biologique elle-même, c'est le principe de la fécondation, mais on ne donne plus à cette fécondation l'enveloppe psychique et affective, qui est l'enveloppe relationnelle portant un enfantement et permettant à l'enfant de s'inscrire à ce moment-là, de se sentir le fruit de cette union, même effectivement si cette union a eu besoin d'un apport technique médical. Alors tout ceci, c'est le fait de quoi? C'est le fait que je trouve extrêmement regrettable de l'importation de la manière américaine dans les manières françaises. Alors que la manière française était extrêmement consistante, fondée avant tout sur les besoins psychologiques de l'enfant, la manière américaine étant totalement ignorante de ces principes, parce que la manière américaine ne connaît pas le principe de la filiation psychique. Et c'est le cas, par exemple, dans l'adoption, où on voit très bien que l'adoption américaine n'est pas du tout l'adoption française, qui est une adoption filiative. L'adoption américaine est une adoption de recueil d'enfants. On le voit très bien dans le fait que lorsqu'un enfant se sent mal dans une famille, on va trouver des blocs pour l'échanger avec d'autres familles. Des principes extrêmement peu sécurisants pour l'enfant et pour l'adoption. Et de la même manière, avec tous les blocs qui fleurissent à propos de l'aide médicale à la procréation, où il s'agit d'essayer de retrouver un géniteur dans des dimensions très angoissées, mais aussi avec la recherche de l'heure, puisque finalement le fait de retrouver un géniteur n'a jamais résolu les problèmes de l'angoisse existentielle. Par conséquent, je pense qu'il est essentiel que les lois françaises conservent, je dirais, ce primat de la cohérence entre le psychologique et le juridique, qui a été au principe de l'adoption plénière il y a déjà un certain temps, mais qui a malheureusement été déconstruit. Et je pense que c'est à ce principe qu'il est essentiel de revenir dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt des familles. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Madame la Présidente du CNAOP, le Conseil national de l'accès aux origines personnelles, Madame Huguette Mauss. Monsieur le docteur, si vous voulez bien éteindre votre micro, Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. En tant que présidente du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, je vais expliquer en quelques mots le fonctionnement du CNAOP et les modalités finalement qui nous amènent à nous préoccuper actuellement de l'évolution susceptible d'arriver dans le cadre de la révision de la loi bioéthique. Alors de tout temps, les femmes ont abandonné leur enfant sans laisser d'informations sur leur identité. Les raisons qui les poussent à le faire encore aujourd'hui sont multiples. Elles sont familiales, professionnelles, économiques. Et la plupart des femmes pour lesquelles ces grossesses sont impossibles veulent absolument que le secret le plus absolu soit maintenu parce qu'elles évoquent parfois même des risques de mort en ce qui les concerne. Le planning familial est d'ailleurs une association qui défend toujours l'accouchement sous le secret. Le cadre législatif n'est pas récent puisque le premier cadre, c'est la Révolution française qui a institué la règle du secret de la grossesse et de l'accouchement. Le secret de l'abandon a été introduit en juin 1904, donc ce sont quand même une sédimentation de textes qui a conforté ce dispositif. En 1993, l'accouchement sous X
son entrée dans le Code civil avec l'article 326 qui précise que lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. La rupture du lien de filiation est donc légalisée. En 1996, la loi Mattei prévoit que les éléments non identifiants entourant la naissance, lieu, date et heure, soient recueillis et conservés. Un accompagnement psychologique et social des mères est prévu, ainsi que la possibilité pour elles de renoncer à l'anonymat à tout moment si elles le souhaitent. C'est donc un problème à la frontière de l'éthique et du droit, et ces interrogations alimentent toujours un débat fortement médiatisé, comme ont pu le relever les intervenants précédents, et qui oppose souvent les aspirations des uns à la connaissance de leurs origines et les droits des autres à la préservation du secret de leur identité, débat au cœur duquel est posée la question du maintien de l'accouchement anonyme. Je ne reviendrai pas sur le contexte international, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ou la Convention internationale de La Haye du 29 mai 1993, qui sont des éléments de contexte sur lesquels s'appuient un certain nombre de défenseurs, mais sans trouver de réponse unanime à la question. Mais c'est aussi dans ce contexte d'une volonté d'accès au dossier des pupilles et d'une forte demande de transparence émanant des personnes concernées par la question de l'accès aux origines personnelles, et notamment la difficulté de se construire sur le silence de leur origine biologique, que la loi de 2002 a été votée. Cette loi de 2002 maintient la faculté d'accoucher dans l'anonymat, solution à la fois protectrice pour ces mères qui pourraient accoucher clandestinement avec tous les risques que cela comporte, mais cette loi limite aussi les obstacles légaux et administratifs qui étaient opposés à l'accès aux origines personnelles. La loi de 2002 a donc créé le Conseil national, qui avait déjà été évoqué en 1990, pour harmoniser les pratiques administratives et organiser la réversibilité du secret des origines. L'objectif du CNAOP est donc d'harmoniser les pratiques entre tous les départements, et notamment au moment de l'accouchement, pour que les services de proximité, et notamment les correspondants du CNAOP au sein des conseils départementaux, puissent informer les femmes sur leurs droits, obtenir suffisamment d'informations et consigner dans le dossier de l'enfant un certain nombre d'informations, et que ces pratiques soient homogènes sur l'ensemble du territoire, ce qui est encore pas gagné aujourd'hui. L'objectif aussi, c'est d'organiser la réversibilité du secret. C'est une démarche active auprès des parents pour s'assurer de leur volonté de maintenir ou non le secret de leur identité. L'enfant, détenteur de ses origines personnelles, restera libre de se faire connaître de ses parents de naissance s'il le souhaite. La loi prend la mesure de l'importance du temps et des circonstances économiques et psychologiques et la pression de l'entourage lors de l'accouchement qui peuvent faire évoluer la femme qui peut souhaiter plus tard lever le secret de son identité. L'objectif de cette loi, votée à l'unanimité au Parlement, est d'obtenir un compromis équilibré entre les droits des femmes et des enfants. En effet, si elle donne acte aux personnes qui souhaitent aujourd'hui accéder à leurs origines personnelles de la légitimité de leur recherche, elle réaffirme aussi que la question de l'accès aux origines personnelles ne peut être examinée à l'aune de la seule aspiration des enfants à connaître leurs origines. Ce dispositif fournit aux femmes que la détresse conduit à accoucher anonymement la protection qu'elles sont en droit d'attendre de notre société. La jurisprudence française et européenne a d'ailleurs conforté la position adoptée par le CNAOP. Il est important aussi de souligner que le rôle des établissements de santé pour l'accueil des femmes et le recueil des informations, ainsi que le rôle des services de l'aide sociale à l'enfance dans les départements qui informent et accompagnent les femmes, est un élément majeur dans l'instruction des dossiers. C'est aussi un gage d'une instruction neutre des dossiers et dont le mode opératoire est respectueux des parties, la mère et l'enfant, la mère biologique et l'enfant, et de la loi. L'objectif, c'est d'assurer un accompagnement psychologique et social de la mère pour l'inciter à laisser à son enfant des éléments d'information suffisants de son histoire, sans pour autant révéler son identité. Et donc, les femmes sont incitées à laisser un pli fermé au moment de l'accouchement.
Toutefois, on constate qu'un certain nombre de plis fermés ne sont pas déposés ou ne contiennent rien. Mais actuellement, le débat est aussi ouvert lors de la révision de la loi bioéthique qui conduit notamment à s'interroger dans le cas de maladies génétiques. Lorsqu'une maladie génétique est décelée chez un enfant né dans le secret, il est normal qu'il cherche à s'informer et à entrer en relation avec ses parents biologiques. De même, lorsqu'une mère apprend qu'un de ses enfants est atteint d'une maladie génétique et que par ailleurs elle a donné naissance à un enfant qu'elle a abandonné, il est important que l'enfant né dans le secret puisse connaître le risque éventuel de développer cette maladie. Pour nous, il s'agit d'une véritable préoccupation de santé publique qui rejoint les préoccupations relatives aux maladies génétiques dans le cas de naissance par PMA. Néanmoins, le CNAOP considère que la volonté de la mère, la mère biologique et la volonté de l'enfant doivent être convergents pour arriver à une levée d'identité. Alors, quelques chiffres pour expliquer le fonctionnement du CNAOP. Sur les 700 demandes d'accès aux origines qui émanent d'enfants, à peu près dans moins de la moitié des cas, nous arrivons à identifier la mère de naissance, mais dans seulement la moitié encore de ces cas, la mère de naissance accepte de donner son identité. Dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, l'aspect santé publique et notamment le fait de transmettre des maladies génétiques sera peut-être un argument pour donner des informations sans forcément lever le secret. Mais nous estimons à ce stade que nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments sur la loi pour pouvoir approfondir cette question au sein du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour vos interventions. Je vous propose que nous passions à une série de questions-réponses. À mon niveau, j'en aurais deux, mais qui concernent des études pour essayer d'objectiver les choses. Existe-t-il des études sur la souffrance engendrée par l'impossibilité d'accès à ces origines pour les enfants qui sont nés suite à des dons de gamètes, des études sur la souffrance des donneurs qui, eux, souhaitent obtenir des informations sur les enfants nés de leurs dons. Donc voilà, est-ce qu'il y a ou non des études? Et puis, deuxième question, dans la même logique, existe-t-il des pays où sont suivis à long terme les donneurs de gamètes dont l'identité a été in fine révélée? Quels enseignements en ont été tirés, le cas échéant? Existe-t-il de même des études sur un suivi des enfants ayant accédé à leurs origines? Donc voilà, c'est là-dessus une demande d'études, si vous avez, soit en France, mais il n'y en a pas beaucoup, peut-être à l'étranger, j'imagine. Donc nous refaisons un tour de table sur ces questions. Monsieur Brest. Oui, merci pour la question. Effectivement, vous le soulignez, moi c'est quelque chose qui me fait question, c'est l'absence d'études en France. Donc au-delà des discours qui peuvent parfois être anxiogènes d'un côté comme de l'autre, on n'a pas de vérité ou de sérieux scientifique en France. Par contre, et ça c'est bien parce que les pays autour de nous, et vraiment il y en a un grand nombre, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, je ne vais pas tous vous les citer, eux font des études. Alors surtout les anglo-saxons, vous posez la question d'études sur la souffrance, elles sont d'autant plus difficiles à réaliser, j'imagine, je ne suis pas moi-même psychologue, ou sur que pourraient penser les donneurs. Moi, ce que je peux vous dire de ce que nous avons récolté, c'est que, je voudrais en citer 3, elles sont en lien sur le site web de notre association. D'abord une étude anglaise de 2015 qui porte sur une cohorte de 419 personnes conçues par don. Et dans cette étude, on montre que 46% de ces personnes sont très favorables ou favorables à l'accès à l'identité du donneur, en tout cas de la personne qui a participé à leur conception. 33% sont neutres. Et il n'y en a que 21% qui sont contre un système qu'ils appellent Open Identity. On voit des taux qui augmentent dans d'autres études, une étude américaine de 2010 où là c'est 57,7% des personnes interrogées qui déclarent souhaiter que l'identité du donneur soit accessible à l'âge de 18 ans. Donc
contre 4,7 qui souhaiteraient un maintien de l'anonymat. Donc tout ça, il faut voir le détail de comment est menée l'étude, etc. Les conditions sont forcément différentes d'un pays à l'autre, mais elles doivent nous éclairer. Une deuxième qui montre une forte proportion d'enfants qui ont ce souhait-là. Et la dernière, elle répond peut-être, c'est la seule réponse que je peux vous faire à votre question sur les donneurs. C'est une étude anglaise, 2010, de Madame Suzanne Golombok notamment, qui, sur une population de personnes conçues, qui sont dans un programme où ils savent qu'ils peuvent accéder à leurs origines. C'est un programme Open Identity, donc elles savent que si elles le veulent, elles le peuvent. Parmi ces enfants qui attendent que potentiellement un jour ils accèdent à leurs origines, 77% de ces personnes souhaitent l'accès à l'identité du donneur. Et alors, je cherchais, je retrouve plus mes chiffres, excusez-moi, mais dans cette étude également, on se rend compte qu'il y a une majorité de donneurs des donneurs qui ne voient avec pas de difficulté le fait de répondre à cette attente des personnes qui seraient issues de leur don. Ce que je peux dire. D'accord, Monsieur Vivi. Alors, il y a effectivement très peu, la majorité des études ont été citées par Monsieur Bress, il y a très peu d'études là-dessus, elles sont très difficiles à mener parce que c'est une façon un peu de s'immiscer dans la vie privée des couples et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas annoncé le mode de conception à leurs enfants. Donc essayer de mettre en place une étude sur la souffrance de ces enfants conçus par don implique que ces enfants sachent qu'ils ont été conçus par don. Et ça me permet de dénoncer quelque chose qu'on entend assez régulièrement, c'est de dire que ces enfants, ils n'ont pas de raison de mal aller, puisque les enfants nés d'un adultère, et on considère qu'il y a à peu près 3% de la population française qui est née d'un adultère, vont bien. Là aussi, par définition, il n'est pas possible d'avoir fait des études sur ces enfants, donc il n'est pas possible de savoir que ces enfants vont bien. C'est pas tant un problème de souffrance des enfants ou des donneurs, à ma connaissance. Alors là aussi, il n'y a pas d'études, et je pense que le fait de l'anonymat n'aide pas à faire des études là-dessus. La problématique n'est pas tant le problème de la souffrance des enfants, mais de pouvoir répondre à ceux qui le souhaitent, et même si c'est une minorité, la loi est faite justement pour protéger aussi les minorités, pas uniquement la majorité, de répondre à cette demande, quelle que soit la souffrance ou l'absence de souffrance de ces gens. Je ne crois pas que ce soit la souffrance qui va motiver la demande d'accès aux origines. Merci. Monsieur Mal. Oui, j'avais lu, mais je pense que peut-être que Monsieur Flavigny pourra nous en dire un peu plus, l'étude de Jean-Loup Clément, qui était psychologue au CECOS de Lyon et qui avait interrogé très peu d'enfants, puisque ça portait sur une vingtaine d'enfants. Et dans le résultat de cette étude, globalement, les enfants n'éprouvaient que peu de difficultés concernant le principe de l'anonymat, mais ce qu'ils avaient, on va dire, à reprocher, en tout cas notamment à leurs parents, c'est d'avoir été informés trop tardivement de leur mode de conception. Au sein de l'association, et cette étude n'est pas publiée, donc elle n'a pas de portée scientifique, mais ce qu'on a pu aussi observer, c'est que plus les enfants sont informés tardivement de leur mode de conception, plus ils sont enclins à souhaiter avoir des informations sur leur donneur, que ce soit des informations non identifiantes ou carrément accéder à l'identité du donneur. Aujourd'hui, ce principe de l'anonymat permet, à mon sens, plus qu'hier, aux parents d'informer les enfants de leur mode de conception. Et je pense qu'il faut garder ce principe de l'anonymat pour permettre aux parents de faire cette annonce le plus tôt possible. Et plus cette annonce est faite tôt aux enfants, plus ces derniers en fait peuvent intégrer leur mode de conception à leur histoire. Et moi aujourd'hui, je le vois dans les groupes de parole,
la quasi-totalité des personnes qui ont eu un enfant par cette technique sont prêts ou l'ont déjà dit à leur enfant alors qu'il était, je veux dire, en bas âge et pas forcément en âge de comprendre. Voilà ce que je peux dire. Merci. Docteur Flavigny. Oui, je ne pense pas qu'il y ait d'études systématiques qui puissent répondre à la question que vous posez, Monsieur le Président. Par contre, l'expérience montre quoi? Montre que l'enfant qui réclame, l'enfant ou le jeune qui vient réclamer à connaître son origine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « je me sens mal avec mes parents ». Il y a un malaise. Et généralement, plus précisément, il dit « je ne me sens pas à la hauteur de ce que je sens être les attentes de mes parents ». C'est une souffrance, incontestablement, mais c'est une souffrance dont il faut dire qu'elle ne se rencontre pas du tout seulement lorsqu'il y a eu don ou adoption. C'est une souffrance que nous rencontrons régulièrement dans toutes les, je dirais, dans les consultations de pédopsychiatrie et que nous savons parfaitement aborder à ce moment-là. Donc, le problème, c'est de recentrer à ce moment-là l'enjeu de la problématique de l'enfant, non pas en l'entraînant vers un leurre, « ah, il faut que tu retrouves non, mais en examinant le malaise qui s'est produit et qui fait que l'enfant, effectivement, est en souffrance. Mais ça n'est pas spécifiquement le don. Et donc, ou l'adoption, ce n'est pas spécifiquement ça. Et donc, l'anonymat, je dirais, ne nuit en rien. Au contraire, permet de centrer à ce moment-là. Et à l'enfant qui va dire je veux retrouver ma mère, s'il est en consultation avec nous et qu'il y a les deux parents en face, eh bien, nous allons pouvoir lui dire eh bien, écoute, ta mère, elle est devant toi. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Et à ce moment-là, nous pouvons commencer à travailler la souffrance de l'enfant et à lui permettre de la dépasser. Donc l'anonymat est un leurre, mais c'est surtout un leurre s'il devient légal, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il devient une espèce de hantise, à ce moment-là, d'emblée pour l'enfant. Donc c'est quelque chose qui, je dirais, nuirait gravement à la protection de l'enfant et à l'organisation de la vie familiale. Alors il a été dit que la levée de l'anonymat serait en faveur de quelques personnes et ne nuirait pas aux autres, eh bien c'est faux. C'est faux. La levée de l'anonymat, c'est une déconstruction du lien de la filiation. Merci Madame la Présidente sur les études. Donc, à ce stade, nous n'avons pas d'études précises, effectivement. Nous avons effectivement un certain nombre de cas que nous arrivons à recenser. Et je reviendrai un peu sur les termes qui ont été évoqués par les précédents intervenants, et notamment sur la souffrance. Dans le cadre des naissances, dans le secret, en fait, il y a deux souffrances. Il y a la souffrance de la femme au moment où elle abandonne son enfant et où elle tient à préserver le secret de son identité. Et donc après, on a la souffrance de l'enfant qui cherche son origine biologique. En fait, la difficulté, elle est plutôt de comment faire en sorte que l'expression de l'enfant, on n'a quand même que 700 dossiers par an, c'est pas des milliers de dossiers. Depuis le début du siècle, il y a quand même un certain nombre d'enfants qui sont nés dans le secret et il n'y en a que 700 qui demandent à connaître leurs origines. Mais sur les 700, il y en a un certain nombre qui ne vont pas jusqu'au bout. Un dossier qui est ouvert pour connaître ses origines, ça fait partie notamment, ce sont des jeunes majeurs, c'est rarement des mineurs, ou alors il faut, depuis la loi de 2015, que ce soit des jeunes enfin des enfants qui ont l'âge de discernement. Mais je ne vais pas revenir sur cette question. Mais lorsque la personne demande à accéder à ses origines, l'accompagnement est extrêmement important, à la fois de la part de l'équipe du CNAOP, qui est composée de 8 personnes à Paris, mais de relais partout, mais c'est aussi la convergence avec la personne qui a accouché dans le secret et qu'on a réussi à retrouver. Parce qu'en fait, sur les 700 dossiers, on n'en retrouve que 400 à peu près. Et sur les 400, il y en a à peu près que 200, 250 qui acceptent de lever le secret et de rentrer en contact avec l'enfant qu'elles ont eu à ce moment-là. Mais il faut être extrêmement prudent parce que c'est effectivement une grande souffrance encore à ce moment-là pour les mères qui acceptent de lever le secret, parce que c'est aussi parfois déstructurant pour la famille qu'elle a pu refaire ultérieurement. Mais donc le problème, c'est l'accompagnement au plus près et dans le temps
de la personne qui demande à accéder à ses origines et de la personne qui accepte de donner des informations afin de concrétiser cette rencontre. Mais il y a aussi des fois des informations qui restent anonymes, c'est-à-dire on explique que la mère est dans telle situation et des fois l'enfant se contente des renseignements non identifiants qui lui sont fournis sur la mère de naissance. Donc, il n'y a pas non plus de cas qui englobent toutes les situations. Merci Madame la Présidente. Je laisse maintenant la parole à notre rapporteur. Merci Monsieur le Président. D'abord, un grand merci à vous tous pour vos présentations très, très diverses qui nous montrent bien l'importance de la réflexion dans un domaine où il n'y a pas une vérité unique, mais une possibilité d'appréhender la question sous divers angles. J'ai entendu, et je crois que par contre sur ce point-là, on en sera tous d'accord, que personne ne veut préconiser le droit à l'enfant, mais bien au contraire de mettre en avant d'une part le très légitime droit de l'enfant, et puis d'autre part le non moins légitime désir d'enfant de la part de parents qui du coup élèveront bien et aimeront beaucoup un enfant qu'ils ont fortement désiré. Si on prend ce simple précepte à l'origine de notre réflexion, moi il me semble que l'accès aux origines s'inscrit complètement dans le droit de l'enfant. C'est un droit auquel il est difficile aujourd'hui de résister. Je peux entendre qu'au début, ça a été mis en place. J'ai entendu certains d'entre vous expliquant comment les bases ont été développées, mais à cette époque, ce n'était pas du tout en se préoccupant des besoins de l'enfant. C'était en se préoccupant du besoin de maintenir le secret pour essentiellement d'ailleurs l'homme infertile, qui ne voulait pas qu'il puisse apparaître dans la société, qui avait dû avoir recours à un donneur. Mais évidemment, on avait toute excuse à ce moment-là de ne pas connaître le besoin des enfants grandissants d'avoir des informations plus complètes. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette excuse, parce que ces enfants sont des adultes. Et ces enfants nous l'ont dit, nous l'ont répété. Alors j'entends des chiffres. Il n'y a que 700 demandes, alors qu'il y a eu 70 000. Oui, 70 000. Procréation avec un donneur en France. Mais combien d'entre elles ont conduit à une révélation de cela auprès des jeunes? Très très peu. Vous savez les chiffres en Europe? Parce qu'en France, on n'a aucune statistique. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de statistiques, on ne sait rien. Et on est obligé de lire les articles anglo-saxons. Et après, j'entends dire qu'il faut les critiquer complètement. C'est très mauvais, leurs valeurs sont ignobles et c'est insupportable. Bon. Oui, sauf que si on veut les critiquer, il faudrait qu'on ait quelque chose à mettre en regard. On n'a aucune étude en France, mais en Europe, seulement 8,6% des enfants nés de PMA avec un donneur le savent. Alors imaginons qu'en France on soit meilleur, peut-être qu'on est jusqu'à 10%. Ça veut dire que sur les 70 000, ça en fait quand même pas énormément qui le savent, qui sont nés de PMA avec un donneur. Donc qu'il n'y en ait pas beaucoup qui le demandent, évidemment s'ils ne le savent pas. Alors qu'ils aient des doutes, c'est autre chose. Mais qu'ils le savent. Parce que les doutes, apparemment, c'est pas seulement eux. C'est tous les enfants. Moi, je ne suis pas psychiatre, mais je vous entends parler, mais d'autres psychiatres aussi, qui nous disent qu'à un certain stade du développement, à peu près tout enfant se met à douter de la parentalité totale de ses parents. Une phase comme ça du développement, c'est un doute qui les effleure. Et à ce moment-là, à ce stade-là, si on dit la vérité à ces jeunes, ben, ils s'y adaptent complètement, mais totalement. Ça ne leur pose aucun problème. On a un très grand tort de ne pas dire aux enfants qu'un tiers donneur a été à l'origine de leur naissance. Ça ne protège pas l'enfant. Ça ne protège pas non plus tellement les parents, parce que quand les enfants le seront plus tard, ils en prendront plein la figure, mais on est dans le mensonge. Donc moi, j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse rester dans cette culture du mensonge qui fait tant de mal aux enfants, comme au bout du compte, indirectement, aux parents d'intention, aux vrais parents, à ceux qui aiment et qui élèvent. C'est ça les parents, c'est évidemment pas celui qui a donné quelques spermatozoïdes, et puis quand on recourt aux femmes, c'est pas celle qui a donné les ovocytes, même si c'est un peu plus compliqué. Les vrais parents, c'est ceux qui élèvent et qui aiment. Et moi je crois que c'est un peu un combat d'arrière-garde,
que de dire il faut revenir aux valeurs du départ. C'est fini, c'est fini. Je crois que la société a déjà trié, elle a déjà fait son choix. La société française du XXIe siècle, comme précédemment les sociétés des autres pays, qu'ils soient anglo-saxons, latins, d'autres continents, ils ont déjà tous compris qu'il fallait évoluer. Donc, je veux bien qu'on soit petit bonhomme à la surface du monde, on résiste à ça, mais on n'arrivera pas à garder les seules valeurs du tout début, que je respecte parfaitement, parce que l'ignorance de l'époque permettait de douter de ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, moi, je me demande, alors, puisque je vous pose des questions, je vous demande, est-ce qu'on peut, d'une façon assez concrète et pragmatique, simplement ne plus rediscuter cette question, mais de se dire plutôt comment faisons-nous ? À partir du moment où on dit il faut qu'il y ait un ensemble d'informations accessibles à ces enfants, c'est nécessaire à leur développement. On ne construit jamais une vie sur le mensonge. Comme le dit le poète, un arbre ne met pas des branches qui vont vers le ciel s'il n'y a pas des racines profondes dans le sol. Eh bien, les humains sont pareils, ils ont besoin de connaître quelque chose de leur origine s'ils veulent après s'épanouir. Et donc, cet épanouissement, j'entends qu'on critique les méthodes des autres pays, en particulier l'Amérique, ailleurs, etc. Bon, après, sauf que quand on analyse à l'âge adulte jeune le niveau d'épanouissement, il est meilleur dans les pays qui parlent vérité. Et donc, il faut qu'on se remette en question. Moi, je crois que autant je suis très très fier de nos valeurs, de l'humanisme à la française, mais autant ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit rester campé sur des choses héritées de je ne sais quelle période du XXe siècle. Bon, alors maintenant qu'on sait qu'il y a premièrement beaucoup trop de secrets. La majorité des enfants ne savent pas qu'il y a eu un tiers d'honneur. Et ça n'est pas acceptable. Deuxièmement, que c'est la croix et la bannière, et il faut qu'ils fassent encore des tests ADN dans des conditions curieuses pour essayer d'accéder à ça, qu'après ils découvrent qui sont leurs demi-frères, leurs demi-sœurs, etc., etc. Non, on est obligé aujourd'hui, d'avancer. Donc maintenant, comment faisons-nous ? Qu'est-ce qu'on leur fournit comme information ? Comment faisons-nous pour que ça se passe sereinement, sans avoir... Quand j'entends l'un d'entre vous qui disent « si on donne une connaissance des origines, ça va pousser au marché privé ». Mais pourquoi ? Moi, je ne vois pas le lien entre les deux. Comment se fait-il ? En France, tous les dons de toute nature sont gratuits. Le sang, le sperme, les organes, la moelle osseuse, le sang du cordon, enfin, tous les dons sont gratuits. Il n'y a pas d'intervention du secteur privé. Bon, pourquoi ? Seulement sur cette question-là, si on donnait des informations, ça pousserait à un marché privé. Non, je crois qu'on peut se protéger contre une dérive commerciale. Oui, il y a des pays qui ont dérivé. Ben, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'ils n'ont pas la même conception que la France de l'implication du secteur public pour préserver certaines des valeurs. Et ça n'est pas le fait que les enfants connaissent ou ne connaissent pas leurs origines. Quelques questions. Pour les dons antérieurement faits, ça c'est une vraie préoccupation que nous avons. Parce que le donneur a donné avec certaines indications d'anonymat. Bon, ils ne sont pas tous arc-boutés sur cette idée-là, mais il faut leur demander. Évidemment, on ne va pas changer les règles, ça ne peut pas s'appliquer rétrospectivement. Alors, il faut pouvoir les contacter et leur demander est-ce qu'ils voudraient maintenant, comme les nouveaux donneurs, que quelques informations soient fournies. Oui, quand on demande aux sécos, ils disent « Oh, mais la plupart, on ne peut pas les retrouver ». Alors là, je suis navré, il y a une loi en France, 40 ans, il faut garder 40 ans les choses. Donc, qu'ils se débrouillent. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens, ça j'entends. Donc, il faut leur donner les moyens pour qu'ils fassent les études. Il faut qu'ils aient des timbres pour envoyer des lettres. On leur fournira des timbres s'il faut. Il faut que peut-être on puisse les aider à téléphoner. Bon, je comprends, c'est normal. C'est normal, il faut des moyens pour retrouver. Bon. Mais retrouver des donneurs qui ont donné il y a 30 ans ou 20 ans, c'est quand même sacrément important parce que dans l'intervalle, s'ils ont eu une maladie génétique à révélation tardive, ces donneurs, ben les gamins, ils ne bénéficient pas des informations. Un type, il a donné il y a 20 ans, on a utilisé il y a 10 ans son sperme, l'enfant est né, il a maintenant donc 10 ans, et ce donneur-là, il a fait une très grave maladie génétique, mais qui n'apparaît que à l'âge adulte. Et on ne le savait pas à l'époque. Il faut peut-être que quand même, s'il y a un bénéfice à un traitement précoce de cette maladie, que les enfants d'aujourd'hui le sachent, et puis que surtout, on puisse aussi ne plus utiliser les paillettes qui sont stockées. Parce que
enfin, s'il y a quelque chose de grave, autant ne pas transmettre cette maladie, alors que, bon, donc ces informations sont indispensables. Donc, qu'est-ce que vous pensez que l'on doit faire et comment le faire pour ces dons antérieurs, en respectant, bien entendu, tous les engagements pris, mais en aidant à pouvoir évoluer positivement. Et puis, deuxième question, comment pensez-vous qu'on peut ou on doit faire avec les questions d'accouchement sous X, qui sont des questions différentes. Mais projetons-nous dans le futur, quand les enfants de demain, nés de PMA avec tiers donneur, auront des informations sur leurs origines, évidemment, les enfants nés d'accouchement sous X diront, mais pourquoi pas nous ? Il y a une inégalité de traitement. On voudrait. Et puis, si ça se trouve, il y a des femmes qui voudraient peut-être 10 ou 20 ans plus tard, avoir des contacts avec leur enfant, parce que les difficultés de l'époque qui les ont amenés à accoucher sous X se sont évanouies et qu'elles ont pu se stabiliser dans un mode de vie qui leur donnerait du plaisir à retrouver leurs enfants. Donc, est-ce que vous avez des idées pour nous aider à résoudre ces importantes questions qui restent avec nous ? Merci. Je refais un tour de table avec M. Bress pour commencer. Et merci, Monsieur Touraine, pour vos questions. Permettez-moi juste de répondre à votre question tout à l'heure, Monsieur le Président, parce que je ne trouvais plus mon étude. J'aurais pu faire le choix de faire appel à mon savoir expertal en tant que président de l'association et des 150 voire plus personnes qui sont issues. Je n'ai pas fait ce choix-là pour répondre avec des faits scientifiques. Donc j'ai retrouvé mon étude. C'est une étude suédoise qui s'appelle Sperm and Egg Donors are happy to be contacted, qui de 2014 dans Human Reproduction, la revue célèbre en la matière, et qui montre que la majorité des donneurs répondent de manière neutre ou positivement à un contact d'un enfant, entre guillemets, issu de leur don. Voilà. L'étude remarque que pour les donneurs de sperme, c'est plus positif que pour les dons d'ovocytes. Je vous laisserai... Vous nous laisserez les coordonnées de bien sûr, l'étude. Pour répondre à la question de monsieur le rapporteur, effectivement, nous, on a des idées forcément très claires sur comment organiser, et je vous remercie d'avoir entendu notre appel, l'accès aux origines pour les personnes déjà conçues par don. Donc, on a un certain nombre de propositions. Elles sont... on ne les a pas inventées, on est allé les chercher par l'expérience dans les autres pays qui l'ont fait depuis, les nombreux pays qui l'ont fait depuis des années. Je pense notamment à l'Angleterre, qui est un modèle très intéressant, à la Hollande aussi, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Je vais pas faire la liste. Il y a deux choses sur lesquelles je crois, et sans aller dans le détail de trop de ces propositions, qui sont fondamentales. C'est d'abord la mise en place d'un registre national du don. En ça, je me fais l'écho des professionnels des sécos qui réclament effectivement eux-mêmes, et on soutient tout à fait cette demande, que la gestion de l'information, ce n'est pas un sujet médical. Laissons les médecins faire leur travail de médecin et laissons l'administration, l'État faire son travail de gestion de la société. Donc la mise en place d'un registre national du don, pour moi, est d'abord essentiel. C'est ce qui se fait dans quasiment tous les pays qui permettent l'accès aux origines. Déjà, il permettra de permettre le respect, de vérifier la limite légale de 10 enfants conçus par un seul et même donneur. Aujourd'hui, on en est incapable. Ensuite, il permettra de conserver un certain nombre d'informations médicales qui peuvent être, on l'a vu, et nous, on en a l'expérience au moins 2 personnes dans l'association qui ont des gens dans leur famille ou qui eux-mêmes sont porteurs de maladies dont on est quasiment sûr qu'elles sont issues d'un problème génétique. Donc la conservation des données médicales, c'est un vrai sujet que le ministère de la Santé maîtrise sûrement très bien lui-même au quotidien. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, la dernière de ces capacités qu'aurait ce registre national du don, c'est de permettre la rencontre ou l'échange. Le droit d'accès aux origines n'est pas un droit de rencontre, c'est un droit de connaissance d'une information, mais néanmoins on peut vouloir, pas tous, aller plus loin. Et donc, ce qu'on demande, c'est à l'image d'un CNAOP, pourquoi pas le CNAOP, avoir simplement
vraiment la capacité d'interroger de manière discrète, anonyme, le donneur en question, lorsque une personne qui a été conçue fait demande à exercer son droit, et de lui demander simplement ce qu'il serait prêt ou ce qu'il voudrait faire pour répondre à cette demande. Ça pourrait être je ne veux pas, ça pourrait être je veux bien donner une lettre, des photos, je veux bien rencontrer, tout est possible. Simplement, on demande à ce que ce soit encadré. Mais je pense aussi, et on l'oublie trop souvent, aux personnes qui sont issues du même donneur, qui seraient prêts à rencontrer leurs siblings, comme disent les Américains ou les Anglo-Saxons, c'est-à-dire donor siblings, ceux qui sont à la fois qui sont demi-frères et sœurs génétiques. Comme le disait monsieur Toubon, pourquoi empêcher la rencontre de deux volontés ? C'est quand même, parfois, c'est étonnant. Donc, ce dispositif-là, ce registre, il serait porté par une institution, quelle qu'elle soit. Dans l'association, on s'est beaucoup posé la question de la légitimité du CNAOP pour le faire. On pense que c'est tout à fait possible. C'est, j'allais dire, dans son ADN. Même si, et je tenais à le préciser, vous avez posé aussi la question par rapport aux accouchements sous X. Forcément, on se retrouve sur beaucoup de thématiques. On a des demandes qui sont convergentes avec les associations de nés sous X. Je tiens juste à préciser que je ne me permettrai pas de me positionner plus sur le sujet, simplement de dire que les personnes conçues sont pas dans une histoire aussi douloureuse que les personnes nées sous X. Et j'ai même envie de dire qu'on a la chance, nous en France, d'être cette population de Français qui n'a jamais été autant désirée que nous avons pu l'être. Merci, monsieur Vivier. Merci, monsieur le rapporteur. Vous rejoignez ma conclusion qui est de dire qu'il n'est plus temps de se poser la question de la légitimité de l'accès, mais qu'il faut l'organiser. Il est bon de ne pas oublier ceux qui ont déjà été nés, et je ne vais pas revenir sur tous les propos de mon voisin, et il faut penser à ces gens qui sont déjà conçus. Et la première urgence, à mon avis, c'est, et vous l'avez mentionné, les dossiers légalement doivent être préservés 40 ans. L'activité de SECOS a débuté en 1973, donc ça fait plus de 40 ans. Il ne faudrait pas que ces dossiers soient détruits, donc il faudrait rapidement changer ceci et, à mon avis, le pousser comme ça a été fait en Allemagne il y a 120 ans et mettre une autre notion qui est ces gamètes qui sont dans un congélateur, vous pouvez les utiliser pendant des dizaines d'années. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle jusqu'à quand vous pouvez les utiliser. Il y a des naissances qui ont eu lieu sur des embryons congelés de plus de 20 ans, qui ont été congelés pendant plus de 20 ans. On peut très bien imaginer que ces gamètes puissent être utilisés 40, 50, 60, voire plus. Et à ce moment-là, cette notion de 120 ans n'a plus beaucoup de logique. Donc on peut très bien imaginer, surtout si on arrive, comme dans les pays, comme dans le Royaume-Uni, à avoir moins de difficultés à recruter des donneurs, on peut imaginer qu'on limite à 10 ans, 15 ans, l'utilisation des gamètes d'un même donneur. Donc j'en dirai pas plus, je pense qu'effectivement, un professionnel de l'AMP, il est grand temps qu'on organise un registre national des donneurs. Celui-ci peut être confié à je ne sais quel organisme, mais doit être mis en place, bien entendu, en collaboration avec les professionnels de l'AMP et avec la fédération des SECOS. En ce qui concerne l'accouchement sous X, je dirais peu de choses, mais on peut très bien imaginer que la volonté de la femme qui accouche soit interrogée sur la possibilité de la recontacter à 16, 18 ans. Généralement, je parle de la majorité, mais c'est une facilité de langage pour ne pas être confus et pour être clair. C'est quelque chose qui peut être discuté. Mais on peut très bien imaginer effectivement qu'au moment de l'accouchement, même si elle est dans une période qui est psychologiquement difficile, de lui dire vous serez peut-être recontacté. Est-ce que vous acceptez d'être recontacté par le CNAOP, puisque c'est sa fonction actuelle, pour voir quelle est votre situation, est-ce que vous accepterez? Et à ce moment-là, en profiter pour lui expliquer aussi l'importance que ça pourra revêtir pour cette personne qui a été née sous X. Voilà, vous parliez du taux d'annonce du mode de conception.
Je vais me positionner en faux avec mon voisin. Il y a une étude récente française qui a été publiée où il a été montré que 75% des couples, donc sous régime d'anonymat, 75% des couples avaient l'intention, et c'est surtout avaient l'intention d'annoncer le mode de conception. Une étude suédoise toute récente, donc la Suède a changé de régime en 84, donc on est un peu en retard. Une étude identique sous le régime suédois montre que 96% des couples, donc plus de 20% par rapport au système français, étaient prêts avaient annoncé ou allaient annoncer le mode de conception. Et ça s'explique assez facilement, à mon avis, c'est dans un cas, dès que vous annoncez le mode de conception, une des toutes premières questions qui va venir, il y en a d'autres bien entendu, mais une des toutes premières qui va venir, c'est qui ? Et les parents le savent très bien que la question que l'enfant va poser, c'est qui ? Si vous êtes dans la capacité de donner une réponse positive, même si vous ne donnez pas le jour même l'identité, mais en disant à 16, à 18 ans, tu pourras savoir, il faudra demander à un tel, mais tu pourras savoir, ou si vous êtes obligé de répondre à l'enfant, tu ne pourras jamais savoir, ça ne pousse pas tellement, ça n'encourage pas le couple à aller annoncer à l'enfant son mode de conception. Merci, M. Mal. Merci. Je vais répondre du coup directement à cette question de l'étude et à cette proportion de couples qui en Suède envisagent justement d'informer l'enfant de son mode de conception. Je ne sais pas si vous faites référence à l'étude de Pierre Joannet. Non, pas du tout. Une étude bien plus récente, d'accord, autant pour moi. Néanmoins, donc, le professeur Joannet a quand même fait une étude qui était assez intéressante puisqu'il a expliqué qu'effectivement les couples en Suède qui souhaitaient informer l'enfant de son mode de conception étaient ceux qui n'avaient pas recouru au Cryos, à la banque de sperme Cryos International. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui souhaitaient concevoir un enfant avec un donneur non anonyme, ils avaient la possibilité, en recourant à cette banque de sperme danoise, de choisir un donneur non anonyme. Ce qui veut dire que pour les autres, ils avaient qu'à rester en Suède, justement, en sachant très bien que le don qu'on allait leur proposer était un don non anonyme. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, justement, sur la manière de présenter. Toutes les études, en fait, on peut les présenter sous un jour favorable ou défavorable concernant notre argumentation. Donc peut-être qu'il faudrait effectivement apporter à cette mission des études au complet, et je ferai moi-même ce travail. Quand je vous ai parlé des couples que je voyais au sein de l'association, je précise que l'association que je préside n'est pas une association qui milite activement pour la préservation de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on voit de tout dans cette association, et encore une fois, comme je vous l'avais dit, c'est qu'on a des couples qui sont dans un parcours d'AMP avec tiers donneur, des parents qui se posent la question de comment annoncer le mode de conception à leur enfant, et des enfants issus d'un don de gamètes. Vous avez dit, monsieur le rapporteur, vous avez parlé de culture du mensonge, et vous avez parlé des débuts de cette technique dans les années 70-80. On n'est plus là-dedans, on n'est plus dans la culture du mensonge. Aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, que vous consultez les couples, que vous allez voir aussi dans les sécos, vous verrez que quasiment tous veulent informer l'enfant de son mode de conception. Et pour les personnes que je vois qui ont été informées de leur mode de conception, mais j'en vois très peu en souffrance directement en lien avec l'anonymat. C'est-à-dire que quand vous apprenez votre mode de conception, je ne suis pas sûr que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de savoir si vous êtes pour ou contre ce principe de l'anonymat. Il faut déjà digérer l'annonce qui vous a été faite et, dans un second temps, éventuellement vous positionner sur la question de l'anonymat. Mais la question de l'anonymat, elle est surtout très médiatisée. Mais si vous posez la question à un enfant du don, finalement, quelles sont les questions qui lui viennent une fois qu'il a été informé de son mode de conception ? Ce n'est pas la question de l'anonymat qui revient directement. C'est pourquoi est-ce que mes parents ont eu recours à cette technique ? Éventuellement, pourquoi est-ce que mes parents ont gardé ce secret pendant autant de temps ? Donc, je suis désolé, nous avons effectivement évolué. Vous dites également que la majorité ne savent pas s'ils sont informés de leur mode de conception. Mais on vient de dire juste avant qu'on n'avait pas d'informations sur les enfants issus d'un don de gamètes en France. C'est-à-dire que sur les 70 000, on n'a encore pas d'études qui nous permettent de savoir qui sont informés et qui ne sont pas informés. Donc comment affirmer ici que la majorité de ces 70 000 enfants ne sont pas informés de leur mode de conception ? Peut-être que dans ces 70 000 enfants, la majorité silencieuse est très satisfaite, justement,
de ce principe de l'anonymat. Moi, j'ai un frère qui est 2 ans plus jeune, je sais qu'il est issu d'un autre donneur que moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça, néanmoins je me suis posé des questions parce que je pense que cette technique n'est pas neutre. Il m'a dit, je sais pas, papa c'est papa. Mais attendez, on a invité des personnes comme Arthur sur BFM TV, pourquoi est-ce qu'on n'a pas invité des personnes comme mon frère qui sont capables de dire en une seule phrase, une phrase qui est magique, papa c'est papa. Alors même que je veux dire, il a été issu d'un don de gamètes lui aussi. C'est dingue quand même. On est en train d'essayer de faire une loi en parlant des études qu'on a vues dans la presse, en donnant des statistiques, etc. Alors qu'on est en train finalement d'imaginer un système prospectif, alors qu'on a déjà des informations, mais simplement qui ne sont pas recueillies dans des études, sur la manière dont les enfants, aujourd'hui, en âge de s'exprimer, puissent se positionner sur cette question justement de l'accès aux origines. On a peu parlé aussi de la 3e voie, cette 3e voie qui serait un compromis qui avait été proposé dans le projet de loi de la Bachot lors de la dernière révision de la loi de bioéthique, à savoir l'accès à des données non identifiantes sur le donneur. Une 3e voie qui pose là encore plein de difficultés, parce que si vous posez la question à un enfant de savoir quelles données non identifiantes, tous ne vont pas mettre déjà les mêmes données identifiantes dans le panier des données non identifiantes. Et en plus, si on dit par exemple qu'on va communiquer 10 ou 20 données identifiantes, c'est-à-dire qu'on va faire une liste limitative, il va falloir les trier, ces données, et établir une hiérarchie pour savoir lesquelles vont faire partie des 10 ou des 20 à communiquer et lesquelles n'en feront pas partie. Si on imagine aussi un système aujourd'hui où on dit on va lever l'anonymat des donneurs à la majorité de l'enfant. Si jamais ce principe est toxique, mais pitié, pourquoi est-ce qu'on va attendre la majorité de l'enfant ? À ce moment-là, il faudrait peut-être prévoir un système qui permette à l'âge de 16 ans d'informer déjà l'enfant qu'il pourra avoir un certain nombre de données. Pourquoi est-ce qu'on va le faire patienter jusqu'à la majorité de l'enfant ? Ou alors il faudra que les parents informent plus tardivement l'enfant de son mode de conception. Enfin, bon, moi, la liste est très longue, des choses qui m'inquiètent, mais j'ai l'impression, peut-être que c'est personnel, monsieur le rapporteur, mais que vous avez déjà votre opinion là-dessus, et je la respecte. Nous, dans notre association, on continuera à accompagner les enfants issus d'un don, et il est évident qu'on ne va pas leur mentir. Pour ceux qui souhaitent accéder à l'identité de leur donneur ou avoir des informations sur leur donneur, il va falloir faire un gros travail de prévention et de discussion avec eux et avec leur famille. Merci, docteur Flavigny. Oui, monsieur le rapporteur, j'ai l'impression que vous êtes mal informé sur la genèse de l'anonymat. Pour avoir travaillé avec le professeur Michel Soulet et madame Simone Veil, à l'époque, dans ma jeunesse, et évidemment extrêmement instruit des principes, car c'est eux qui l'ont instauré dans l'adoption, ils l'ont instauré pour la protection de l'enfant. Sachant parfaitement que le processus visait un centrage sur la relation adoptante, bien sûr en toute officialisation du fait de l'adoption. Il ne s'agit absolument pas de cacher ni l'adoption, ni le principe de l'aide médicale à la procréation. Le fait doit être connu par l'enfant à un moment ou à un autre, bien sûr, de son développement. Mais ce centrage permet que l'enfant organise son originaire, centré sur ses parents, et donc dans une cohérence lui permettant d'établir sa raison d'être, comme le fruit de la relation de ses parents. C'est le principe psychique qui compte. Et je me permets de souligner, monsieur le porteur, que là, vous me semblez, ce qui dicte visiblement l'opinion que vous avez sur la nécessité d'une évolution de la loi, résulte, me semble-t-il, d'une confusion que vous effectuez. Car vous avez dit, ces jeunes auraient besoin de connaître leurs demi-frères et demi-sœurs, avez-vous dit. Mais il ne s'agit pas de leurs demi-frères ou de leurs demi-sœurs. De même, d'ailleurs, cette même confusion me semble avoir été opérée par Madame Mauss, qui parlait d'une démarche active auprès des parents. Je la cite. Eh bien, c'est une erreur. Il s'agit des géniteurs et de la génitrice. Ce ne sont pas les parents. Donc là, je pense que tout provient de la confusion. C'est le registre psychique qui établit le principe de la filiation, qui établit la personnalité de l'enfant. On disait tout à l'heure, monsieur Vivy disait, qu'est-ce qui se passe si on dit à l'enfant qu'il ne pourra pas connaître son géniteur, mais la question n'est pas celle-là. La question est d'un enfant qui demande à connaître ses origines, de comprendre pourquoi il demande à connaître ses origines.
il demande à connaître ses origines parce qu'il n'est pas bien, pour une raison tout à fait compréhensible et qu'il faut prendre en compte, qu'il n'est pas bien dans la filiation qui lui a été proposée en relais de la filiation qui n'a pas pu s'établir précédemment. Alors, vous parlez de mensonges, monsieur le procureur, excusez-moi, monsieur le rapporteur, bon, vous avez été un peu procureur donc bon. Vous avez parlé de mensonges, eh bien, moi je conteste cela, il n'y a pas de mensonges, mais par contre, ce que vous proposez, c'est un leurre. Vous proposez, je dirais, de droit d'entraîner les familles dans le tiraillement, car à ce moment-là, le tiraillement psychique est obligatoire. L'enfant, dès qu'il va se sentir mal ou en conflit avec ses parents, va dire « je veux connaître mes origines ». Donc à ce moment-là, vous détruisez la famille. Et c'est cela qui est grave. Le principe de l'anonymat est un principe de protection de l'enfant et de la famille. Alors évidemment, toute la question actuelle qui fait ce débat, c'est que ce principe est porté par la référence à l'enfantement. Que c'est ça qui structure, qui donne sa consistance à la vie psychique de l'enfant, et que dès lors qu'il y a une tendance à relâcher ce principe de l'enfantement comme la possibilité d'accueillir l'enfant, évidemment à ce moment-là, il y a la tentative, je dirais, de solutions de substitution, mais ce sont des solutions factices et qui ne contribuent pas, qui ne fondent pas la vie psychique de l'enfant. C'est un petit peu, si vous voulez, comme sous prétexte qu'on sent une maison qui serait fragile, plutôt que d'établir les fondations solidement, mettre des étais à l'extérieur pour tenir les murs. Voilà ce qui me semble être la question de la préservation de l'anonymat, qui me semble être, je dirais, une donnée essentielle à la vie psychique dans la tradition française, effectivement, car les traditions américaines est tout à fait différente, ne connaît pas cette notion-là, pour un certain nombre de raisons, qui sont notamment que l'anthropologie familiale aux États-Unis est une anthropologie religieuse, basée sur, je dirais, la transmission des religions. D'ailleurs, le mariage aux États-Unis est un mariage religieux, donc c'est tout à fait une autre anthropologie. Et je pense très discutable de vouloir, et très déstabilisant pour la société française, de vouloir introduire ce type de principes qui ne sont pas du tout de notre culture, en particulier d'ailleurs sur le plan des religions, parce que nous n'avons pas du tout la même culture que les États-Unis sur ce plan-là. Voilà. Merci, Madame Mauss, Madame la Présidente. Oui, donc je vais quand même répondre sur la démarche active. C'est une démarche active auprès des deux parties, de la mère biologique, parce qu'on parle toujours de la mère biologique, on ne parle pas des parents adoptants, on parle de la mère biologique et de l'enfant qui recherche sa mère biologique. Il est certain que les enfants qui ont été adoptés sont bien sûr dans des familles qui les ont élevés dans le cadre d'une vraie famille. C'est pas, je ne remets pas du tout en cause la construction familiale dans une famille adoptive. En ce qui concerne l'anonymat, jamais le CNAOP n'a pris position pour lever l'anonymat. Simplement que le rôle du CNAOP, c'est de permettre l'accès aux origines, aux enfants qui le demandent, et la levée de la rencontre entre la mère biologique et l'enfant ne se fait que s'il y a une convergence entre les deux parties. Et ça, c'est un élément essentiel qui prend du temps et qui n'aboutit pas à chaque fois. Et je crois qu'il faut quand même le souligner. Et c'est quand même très important de préserver l'intérêt de la mère et de l'enfant, de la mère biologique et de l'enfant. C'est peut-être un raccourci quand je dis que mère, mais c'est toujours la mère biologique et de l'enfant. Parce que derrière, effectivement, il y a des constructions familiales et on ne va pas déstructurer par la volonté, par exemple, d'une mère qui veut retrouver un enfant, d'une mère biologique qui a abandonné un enfant il y a de nombreuses années. On ne va pas aller chercher l'enfant pour lui dire ta mère biologique te recherche. On ne le fait jamais. La démarche du CNAOP, c'est toujours une démarche de l'enfant qui recherche sa mère biologique. On contacte la mère biologique, elle dit oui, elle dit non. Si elle dit non, on va encore peut-être, quelques années après, la relancer pour lui dire « Est-ce que vous maintenez votre volonté de ne pas lever le secret de la naissance ?» Et on lui demande aussi « Est-ce qu'après votre décès, vous acceptez ou non de lever le secret de votre naissance ?» Donc là, c'est quand même la convergence de deux demandes, et je tiens quand même à le préciser, c'est jamais à sens unique, c'est l'enfant qu'on entend,
mais c'est aussi la mère biologique pour laquelle on demande son accord. Alors, en ce qui concerne l'information en cas de maladie génétique, c'est une de nos préoccupations. Parce qu'effectivement, comment informer la parentèle lorsque il y a l'apparition effectivement d'une maladie génétique, et donc comment on informe la parentèle. Donc la question qui se pose, c'est quand une mère veut informer son enfant biologique, l'enfant qu'elle a eu et qu'elle a abandonné, qu'il est susceptible de développer une maladie, en l'état actuel, on ne peut pas faire la démarche. En revanche, quand un enfant est porteur d'une maladie génétique et qu'on lui dit il faut aussi qu'il le sache, parce que le problème, il y a aussi un certain nombre d'enfants adoptés qui ne savent qu'ils ne sont adoptés que parfois très tardivement. On a encore eu des cas assez récents qui ne connaissent l'origine, enfin la structuration familiale, qu'au moment du décès des parents adoptants. Donc après, ils se retournent vers le CNAOP pour retrouver la mère biologique. Mais s'agissant effectivement de maladies génétiques, en état actuel, il est tout à fait possible effectivement que l'enfant porteur puisse rechercher dans le cadre du CNAOP la mère biologique, mais on introduit une autre dimension qui est la dimension médicale, qui n'est absolument pas dans les compétences du CNAOP actuellement. Les compétences du CNAOP sont des compétences de recherche administrative et juridique, mais ce n'est pas des recherches autour d'une maladie génétique et de caractéristiques médicales, puisque dans les dossiers, ça ne figure pas. Les dossiers dans les maternités, ça, effectivement, ça pose le problème de la conservation des dossiers. Les dossiers dans les maternités ne comportent souvent que des données administratives. Alors, je voudrais revenir aussi sur la levée, sur la recherche de l'identité. Parce qu'effectivement, pour un certain nombre de personnes, il serait tout simple de dire la personne qui vient accoucher dépose sa carte d'identité au moment où elle accouche. Alors, c'est un discours effectivement qui est tenu par un certain nombre d'associations, qui est pratiqué dans un certain nombre de pays, mais on se rend compte quand même que depuis la loi de 2002, alors que la femme est accompagnée pour qu'elle dépose un certain nombre d'informations dans le dossier pour permettre de la contacter, pour lui demander si elle est toujours d'accord, si elle est d'accord pour lever le secret, eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre de femmes ne laissent pas leur identité. Alors, faut-il obliger les femmes à laisser leur identité ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la question, au travers de la loi de bioéthique, doit être de bouleverser la loi de 2002 sur l'accouchement dans le secret. Merci, Madame la Présidente. Bien, maintenant, je vous propose à mes collègues de poser leurs questions. Deux demandes de Laurence Van Sonnenbrück-Mialon, puis Jean-François Mbaye. Laurence Van Sonnenbrück-Mialon. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous savons tous que l'accès aux origines pour les enfants ou les majeurs issus d'un don est inéluctable. Comme nous le savons tous, les tests ADN grand public, très facilement accessibles, nous imposent à légiférer pour prévoir un cadre aux potentielles rencontres des donneurs et les enfants qui sont issus de leur altruisme. D'autres associations proposent d'utiliser une interface numérique pour faciliter dans un premier temps cette rencontre virtuelle. Ce type d'interface numérique me pose le problème des fichiers informatisés et des contraintes que pourrait lui imposer la CNIL. Ainsi, je m'interroge à ce sujet. Ne pourrions-nous pas envisager la création de lieux ou d'établissements neutres au sein desquels tout serait mis en œuvre pour encadrer ces rencontres? Alors, par exemple, pourquoi pas le CNAOP, les SECOS éventuellement, ou les établissements d'AMP. Merci. Merci. Jean-François Mbaye. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour ces échanges. J'aurai pour ma part deux questions. La première à Monsieur Brez. Vous avez mentionné au cours de votre exposé la nécessité, si j'ai bien retenu, la nécessité pour le futur texte de loi de tenir compte de la difficulté que peut constituer l'application de l'accès aux origines ainsi que la problématique du double guichet. Pour ma part, je considère que tout futur droit d'accès aux origines devra bénéficier ou devrait bénéficier à l'ensemble des personnes issues d'un don de gamètes. Néanmoins, je considère également que le consentement du donneur doit être recueilli et qu'il a droit à la protection de sa vie privée.
Et pour ma part, la combinaison de ces deux éléments m'amène à rejeter l'idée d'un double guichet qui aurait pour effet finalement de rompre l'égalité entre les futurs bénéficiaires. Et concernant l'application de la loi dans le temps, moi je suis convaincu que la recherche des anciens donneurs afin de recueillir le consentement doit constituer un impératif à minima. Néanmoins, le donneur peut refuser ou peut ne pas être retrouvé, auquel cas le bénéficiaire serait privé de la possibilité de jouir de son droit d'accéder à ses origines. Parce que je considère qu'on peut on doit accéder à ses origines. Cette situation ne serait pas acceptable et donc ma question est la suivante. Dès lors que la vie privée du donneur n'est pas menacée, est-ce qu'il vous apparaît opportun de mettre en place des mécanismes permettant aux bénéficiaires d'accéder à ses origines en l'absence d'un consentement express? Je pense notamment au décès du donneur ayant refusé ou à l'autorisation d'accéder aux informations d'un donneur dont il a été impossible de retrouver la trace. Puis ma deuxième question, ma deuxième question, oui, ce serait celui de la création d'un registre national du don. La création d'un tel instrument serait susceptible d'apporter finalement un certain nombre d'avantages. D'abord de centraliser les données personnelles des donneurs pour améliorer leur suivi sur le plan sanitaire ou encore permettre de s'assurer que les dispositions légales relatives au nombre d'enfants conçus à l'aide des gamètes d'un même donneur sont bien respectées. Ma question serait, la création d'un tel registre vous semble-t-elle réalisable, souhaitable? Un organisme comme le CNAOP pourrait-il assurer en coopération avec les SECOS la gestion d'un tel instrument? Merci, mes chers collègues. Écoutez, pour un dernier tour de table, Monsieur Vincent Brett. Merci Madame la députée, merci Monsieur le député pour vos questions. Pour répondre à Madame Van Sonbroek-Minalon, sur la notion d'une interface numérique pour recueillir, pour organiser ce système-là. D'abord, je tiens à repréciser que notre demande, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir un lieu physique, un lieu d'accompagnement, un lieu de médiation, à l'instar de ce que fait le CNAOP dans d'autres conditions, mais à l'instar de ce que fait le CNAOP. Nous croyons, tous les membres de notre association ou ceux qui en sont proches, que il ne faut pas, le don ne s'arrête pas juste à la naissance de l'enfant et que les parents peuvent avoir des questions, les donneurs peuvent avoir des questions, et je peux d'expérience vous dire que c'est un processus, tous ces sujets-là qui touchent à l'intime. Et c'est rassurant, important me semble-t-il, de savoir que l'État organise ce suivi-là. Donc notre demande principale, elle est effectivement de créer ce lieu de protection de tous ces acteurs. Pour ma part, je pense que on vit dans une époque très numérisée. Je suis moi-même dans mon métier très sensibilisé à ces sujets-là. Il y a des sujets de sécurité informatique, il y a des sujets de protection des données. Néanmoins, je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer à ce que dans un autre temps existent aussi ces outils-là, et moi je dirais que c'est une bonne idée et que plus on a d'outils et mieux c'est. Mais je répète encore une fois, le sens le cœur de nos propositions sont sur la création de cette institution-là et de ce lieu-là. Pour répondre à Monsieur Mbaye sur des sujets qui sont finalement assez techniques et qui me semble-t-il, montrent la précision du travail de la mission d'information, parce qu'effectivement, on est rarement confronté à ce genre de questions précises, mais qui seront pourtant face à vous quand vous ferez cette loi. Nous, notre première proposition, c'est que si l'institution, et à travers elle, l'État, n'est pas capable de retrouver le donneur pour lui poser simplement la question, encore une fois, pour le passé, il s'agit de leur demander ce qu'ils en penseraient. On estime que si l'État, avec toute sa puissance, n'est pas capable de le faire, dans ce cas-là, nous proposons que l'identité soit
dans ce contexte-là précis, divulguer, puisqu'il n'y aurait aucun risque de rencontre qui serait contre sa volonté, puisqu'on n'est pas capable de le retrouver. Quant à sa mort, alors l'association comporte un certain nombre de juristes qui auraient pu vous répondre plus précisément sur la capacité au droit à la vie privée de se transmettre à ses enfants, ce qui n'est pas le cas. Nous, on pense que dès lors que le tiers donneur est décédé, l'enfant doit pouvoir, ou l'enfant qui est devenu un peu grand du coup, doit pouvoir accéder à l'intégralité de son dossier, y compris l'identité du donneur. Et vous aviez posé une deuxième question par rapport à la création de ce registre national du don. Vous demandiez s'il était réalisable, souhaitable et organisable par le CNAOP. Je vous dirais, moi, forcément, qu'il est indispensable. Réalisable, il l'est très facilement. On doit pouvoir vous le coder si nécessaire. En tout cas, je répète une fois de plus, tous les pays qui organisent l'accès aux origines l'ont fait. Il y a des différences, il y a des variabilités dans quelles sont les données qui sont retenues. Parfois ça va loin, parfois ça va pas loin. En tous les cas, si le CNAOP est un candidat naturel, il peut y avoir d'autres. Nous, on n'a pas d'avis spécifique. On veut simplement on demande à ce que les moyens soient apportés à cette structure-là, spécifiquement sur le sujet du don, pour qu'elle puisse remplir ses missions correctement. Merci, M. Brest. M. Vivi. Merci beaucoup. Alors, je vais me permettre de faire un peu de sémantique et j'ose espérer, ce n'est pas exactement de la sémantique, mais j'ose espérer que ce ne sont pas les tests génétiques dits récréatifs qui vont vous obliger, vous, en tant que député, à légiférer, mais que c'est bien la légitimité de l'accès aux origines qui va vous inciter à légiférer, même si vous êtes poussé derrière par ce fait. Et j'ai eu l'occasion de publier avec Geneviève de Lézy-Parseval une tribune qui était un peu un cri d'alarme aussi, et de dire que ces tests sont faits, sont réalisés, ça va aller de plus en plus vite. Là, c'est le généticien qui vous parle, hein. Ça va aller de plus en plus vite et il est hors de question que l'on accepte de laisser se faire sauvagement ces identifications de donneurs. Donc il est primordial de les organiser pour la protection du donneur, pour la protection, parce que en 1994, quand la loi a été votée, on a surtout pensé aux couples et aux donneurs. Mais il y a 3 intervenants dans cette AMP avec tiers donneur. Et donc, il faut penser aux 3. Donc, il faut protéger ce donneur de ces découvertes d'identité. On ne peut pas laisser faire, aller toquer à la porte comme ça a été fait. Ça peut se répéter, il faut avoir un peu de caractère pour le faire, mais on ne peut pas laisser faire ça. Donc, en légiférant, on va aussi pouvoir obliger ces gens à, même si c'est d'eux-mêmes qui identifient leur donneur par ces tests d'ADN, qui ne coûtent plus rien, hein. Certains annoncent encore 1 000 €, c'est faux. C'est 50 € le test. Et donc, cette loi permettrait d'obliger ces gens qui de façon parallèle, vont trouver leur donneur, en disant, vous ne pouvez pas contacter votre donneur, c'est interdit. Vous êtes obligé de passer par une institution qui va vous aider à rentrer en contact. Quand je dis rencontrer en contact, ce n'est pas une rencontre nécessairement, mais c'est d'avoir des compléments d'information. La rencontre peut se faire, mais à ce moment-là, et on en revient au problème de consentement, il faut que le donneur y consente. Il n'a plus, dans le nouveau système, il n'aurait plus à consentir, puisqu'il le fait au moment du don, le choix de donner ou non doit être subordonné à accepter que 18, 20, 30 ans après, son identité soit divulguée si elle est demandée. Mais en revanche, tout le reste, peut-être une atteinte à sa vie privée, doit être subordonné à son propre consentement à lui-même, du donneur. Donc il est important d'organiser ça, et c'est la législation qui peut effectivement permettre, même si les gens continuent à jouer avec ces tests ADN, et la FFEA, qui est l'équivalent de l'agence de biomédecine, a alerté cette semaine du risque potentiel de ces tests génétiques. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 3% de gens qui sont nés d'adultère. Ces gens-là vont découvrir, alors que
ils sont offerts à Noël un test. Ah, c'est rigolo, tu vas connaître tes ancêtres, etc. Vous voyez, au sein de la famille, ils vont réaliser que je suis pas, mon père n'est pas mon géniteur. Donc ça pose quand même des problèmes. Il faut aussi informer de ce genre de choses. Pour le registre national, je ne pense pas que ça soit une fonction du CNAOP. Je vais être remercié, je pense que c'est une charge en moins. C'est pas une fonction du CNAOP, c'est plutôt une fonction de l'agence de biomédecine. L'agence de biomédecine doit savoir faire ce genre de choses et ça pourrait être organisé tout à fait par l'agence de biomédecine. Et ce qui permettrait aussi, puisque l'agence de biomédecine a cet aspect génétique aussi, de gérer les antécédents médicaux à aspect génétique, ce qui me paraît assez fondamental. Je ne sais plus si j'ai répondu à vos 2 questions. Et à vous aussi, madame, je crois. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci, monsieur Vivier. Monsieur Mal. Merci. Madame, vous avez parlé du caractère inéluctable de l'accès aux origines. Inéluctable. Qui vous met la pression? Les lobbies? Des membres de la société civile? Je pense que non, mais les citoyens ont le droit d'être informés, justement, parce que ici, je veux dire, globalement, nous nous connaissons tous. On ne fait pas forcément la fête ensemble, mais à chaque fois qu'il y a une révision de la bioéthique, on retrouve les mêmes têtes. Vous avez parlé de Geneviève de Lézide-Parseval. Je l'ai vue un certain nombre de fois et elle m'a bien fait comprendre que le fait que je ne souhaitais pas retrouver l'identité de mon donneur allait être préjudiciable dans mon développement psychique. Voilà. Je tenais quand même à le souligner puisqu'elle se permet de dire un certain nombre de choses qui, moi, me choquent terriblement pour une psychanalyste qui est censée normalement apporter une certaine sérénité à ses patients. Donc j'aimerais savoir, madame, qui vous met la pression? Vous dites que c'est inéluctable. Pourquoi c'est inéluctable? Parce que les autres pays de l'Union européenne ont levé l'anonymat? Parce qu'il y a ces tests génétiques? Or, on a vu que pour le moment, vous aviez quoi? 5 personnes qui avaient réussi à connaître l'identité de leur donneur de cette façon-là? On ne fait pas un débat, donc et on ne se prend pas à partie entre députés. Donc, si vous voulez bien continuer à répondre, mais pas sous forme de prise. Alors, je ne pensais pas prendre cette personne à partie, puisque je me suis dit, bon, les députés représentent la nation. Je posais ma question aussi en tant que citoyen, et puis pour que les citoyens soient au courant de qui fait la loi et surtout comment est-ce qu'on fait les lois. Voilà. Et si vous m'interrogez aussi sur la question de cette fameuse société civile et des personnes qu'on consulte, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Nous avons parlé de la question justement des sécoses et des maladies génétiques. Bon, les sécoses sont nées effectivement dans les années 70 et je crois qu'ils ont fonctionné par tâtonnement. C'est-à-dire qu'il y a eu indéniablement des loupés. C'est une évidence quand les premières personnes issues d'un don de gamètes ont commencé à prendre la parole. Effectivement, il y a eu des demandes qui n'ont pas pu être satisfaites. Néanmoins, moi je peux vous dire, puisque on est là aussi pour essayer d'apporter divers éléments au débat. Dans l'association, on a eu une jeune femme qui était en couple avec un homme dont le père avait été donneur. Elle nous a informés, elle nous a dit, voilà, j'ai peur que mon beau-père puisse éventuellement être mon donneur. Nous avons saisi la présidence des sécoses. En moins d'un mois, les sécoses, donc ça veut dire qu'ils avaient gardé ce dossier, on a pu avoir une réponse. Et apporter toute la sérénité possible à cette jeune femme en lui disant que non, effectivement, cette personne ne pouvait pas être son géniteur. Effectivement, au regard de l'âge de cette personne et de l'âge du donneur, il y aurait pu avoir un risque. Concernant les maladies génétiques, j'ai moi-même fait la démarche en tant que personne issue d'un don et porteur d'une maladie génétique qui n'était pas diagnostiquée dans les années 80. J'étais conçu en 85. Et on m'a expliqué effectivement qu'à l'époque, on faisait des tests sur les donneurs en fonction des maladies les plus courantes et de celles qu'on connaissait à l'époque. Et donc j'ai gardé, on va dire, cette forme d'incertitude par rapport à ça. Et puis le généticien que j'ai rencontré au Sécos de Lyon m'a énormément éclairé en me disant, vous savez, quand 2 personnes conçues à l'ancienne veulent faire un enfant, ils prennent un risque à chaque fois, puisque de toute façon, la génétique, c'est une loterie.
Et ben, dans le cas des personnes conçues par don, c'est pareil. On ne peut pas vouloir tout prévoir à partir du moment, où on a recours à cette technique. Là, on veut essayer de mettre en place un espèce de service après-vente parce qu'on serait mécontent, justement. Les sécos le disent aujourd'hui, et personne n'en parle ici, ils sont très contents d'externaliser ce genre d'informations, justement, en disant, oui, c'est vrai que selon les centres, il y a des dossiers qui ont été gardés et d'autres qui n'ont pas été gardés. Pourtant, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre sur les sécos en général. Certains centres, effectivement, n'ont pas gardé ces données. Et à la base, de toute façon, avant la première loi de 1994, il y avait une charte de fonctionnement des sécos. Donc, ce n'est pas des gens qui se sont amusés comme ça en faisant n'importe quoi. C'est aussi des gens qui ont réfléchi. Et pour les personnes issues d'un don de gamètes, c'est aussi protecteur de savoir qu'il y avait des personnes à la base qui étaient bienveillantes et qui organisaient le don en France. Voilà. Donc j'ai tiqué un petit peu sur ce fameux caractère inéluctable qui, moi, me fait penser à un genre de fatalisme ambiant. Et j'espère que vous aurez l'occasion de lire le livre de Régis Debray qui s'appelle « Civilisation. Comment sommes-nous devenus américains ?» Voilà. Docteur Flavigny. Oui, moi aussi, Madame la députée, je voudrais rebondir sur le terme inéluctable. Mais je vais le faire un petit peu différemment de mon voisin. Je vais vous poser une question. Vous ne pourrez pas répondre, mais j'espère qu'elle vous permettra de voir, je dirais, la question que je voudrais poser à travers ma question. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire lorsque, bon, mettons, allez, une adolescente, voilà, elle est la troisième de sa famille, elle vient nous voir, elle dit « je me sens très mal dans ma famille ». Visiblement, ils aiment bien l'aîné, le second ou la seconde, mais moi, ça ne va pas du tout. Je pressens que mon père n'est pas mon père. Je le pressens, je voudrais vérifier. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? Ce que je veux souligner, c'est que la question de l'anonymat, ça n'est pas seulement la question du don, de l'adoption. C'est une question générale. Alors, si vous voulez faire une loi, allez jusqu'au bout de la loi. Demandez qu'à l'entrée de toute maternité, il y ait les tests apportés. Et à ce moment-là, effectivement, on aura une cohérence. À ce moment-là, on aura une égalité. On aura une filiation bien biologique, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la vie psychique, qui n'a rien à voir avec les principes de régulation de la vie familiale. Bon, à ce moment-là, je pense que vous auriez une loi cohérente, mais à ce moment-là, allez jusqu'au bout. Voilà ma question. Merci. Et pour conclure, Madame Mauss. Oui, je sens que le CNAOP est vraiment sollicité pour élargir son champ d'action. Pour l'instant, ce n'est pas la question pour nous parce qu'on serait bien incapable de gérer un tel dispositif. Je tiens quand même à souligner que le registre, effectivement, relève plutôt de l'ABM parce qu'en fait, un registre, c'est quelque chose, en plus, ce sont des données médicales qui n'entrent pas du tout dans le champ de compétences du CNAOP. Je tiens quand même aussi à souligner que le CNAOP recherche les origines à la demande des enfants nés dans le secret, mais qu'on a aussi quelques revers parce que effectivement il y a des enfants nés dans le secret qui font des recherches ADN et qui nous disent, qui viennent nous voir en disant vous n'avez pas retrouvé ma mère, mais moi je l'ai retrouvée grâce à un test ADN. Nous on va pas sur ce terrain-là parce qu'on estime que on a une loi qui nous donne un cadre juridique protecteur de la mère de naissance et de l'enfant et on ne va pas au-delà. Donc, en l'état actuel, on ne débordera pas sur ce volet médical. En revanche, on est interpellé par la recherche de la parentèle en cas de maladie génétique, qui est pour nous une autre question, mais qui doit rester protectrice des volontés de la mère biologique et de l'enfant qui est né dans le secret. Alors, je n'ai pas parlé des familles adoptantes, mais c'est une autre question. Je me tiendrai aujourd'hui à la question de la convergence des volontés, parce qu'en fait, la levée de l'anonymat, elle doit être le résultat d'une démarche, et on n'imposera pas à l'entrée de la maternité à la mère de déposer sa carte d'identité avant d'accoucher dans le secret, comme ça peut se passer dans certains endroits, dans d'autres pays européens qui sont très fréquemment cités.
Merci, Madame la Présidente. Il me reste à vous remercier pour vos contributions. C'est vrai qu'on avait envie de continuer en posant des questions ou en échangeant, mais encore une fois, l'exercice veut que nous en restions là. Je vous donne rendez-vous pour mes collègues demain matin pour la suite de nos auditions.